Voilà, donc bienvenue à tous à ce webinaire qu'on a appelé « Restructuration des grandes fermes », mais qu'il y a quelques jours, on a rajouté une petite parenthèse, mais pas que, parce qu'il va être aussi question de restructuration de fermes, pas non plus immenses, mais le sujet, voilà, c'est un petit peu élargi par rapport à l'histoire des grandes fermes. Donc, je rappelle le contexte. C'est bien la commission installation-transmission qui est à l'origine de ce webinaire. Donc là, c'est donc moi, Caroline Dumas, qui suis chargée de mission installation-transmission à la FEDE, et Fabrice Ruffier, qui est co-animateur aussi de la commission installation-transmission, qui allons animer ce webinaire. Et nous aurons avec nous, en fait, 4 interventions venant de 4 associations territoriales, avec Loïc Planck pour Normandie, Gaëlle Lacaze pour Midi-Pyrénées, Marie Mouy, qui est bénévole dans la Terre Rhône-Alpes et qui va donc parler pour une expérience Rhône-Alpes, et Marie Balthazar pour l'Alsace. Donc ça, c'est nos 4 intervenants qui vont nous parler de témoignages et d'expériences. Je voulais vous prévenir quand même, parce que vous êtes une quinzaine de bénévoles à participer à ce webinaire. Vous seuls, vous aurez un petit mail à l'issue de ce webinaire dans votre boîte mail personnelle pour émarger. Il se trouve qu'on a un financement qui s'appelle FDVA pour nous aider à financer ce genre de moment. Voilà. Donc, on va commencer. Je vous parle un peu du contexte et des enjeux liés à la restructuration. Il se trouve que, évidemment, si nous, on s'intéresse à ça, c'est toujours dans l'optique de pouvoir reprendre un maximum de fermes. Vous savez que l'enjeu est grave quand même. Aujourd'hui, on a plus que 380 000 exploitations en France. Et si on voulait revenir à 1 million en 2050, eh bien, il faudrait pouvoir installer 48 000 personnes par an. Vous voyez, ça, c'est 21 000 départs à la retraite à remplacer et 27 000 nouvelles fermes aussi par an. Donc là, l'enjeu, il est assez énorme et l'idée, c'est que, en tout cas, nous, on puisse reprendre un maximum de fermes pour permettre d'installer un maximum de personnes. Et c'est dans ce cadre-là que l'enjeu de la restructuration est importante. Je voulais vous présenter une autre diapo qui est aussi assez parlante pour moi. C'est que ça ne fait pas non plus très longtemps moi, que je suis à Terre de Liens, ça fait 1 an et demi que je suis à la commission installation-transmission et on voit bien qu'on est confronté à quelques obstacles par rapport à ça, à dynamiser, à pouvoir installer, à pouvoir reprendre des fermes. C'est la taille des fermes à reprendre aujourd'hui qui est de plus en plus grande, avec un capital d'exploitation de plus en plus important, et des systèmes agricoles spécialisés, intensifs, qui sont du coup difficiles à reprendre. On a ça, puis on a l'inadéquation entre le projet des candidats à l'installation et les fermes qui sont à reprendre. On a aussi notre problème de décalage temporaire entre la transmission et l'installation. Et on a aussi un problème qui arrive et qui est de plus en plus prégnant sur les associations territoriales, qui est le manque de vocation. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve sans porteur de projet pour reprendre les fermes. Et si on n'arrive pas à trouver des solutions à ces 4 obstacles, qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, ces fermes-là, les fermes qui sont à reprendre, elles vont vers l'agrandissement, elles vont vers la financiarisation. Et c'est là où on se dit qu'en fait, on doit trouver des outils, des méthodes pour contourner, pour répondre à ces différents obstacles. Et notre intuition, c'est que vous avez toujours le partage d'écran? Ah non, il est en train de sauter, non? Oui, il a sauté, ouais. Il est revenu? Oui, c'est bon. L'idée, c'est vraiment de trouver des solutions, des pistes, et la restructuration en est un pour permettre plus de reprises de fermes qui nous paraîtraient impossibles à reprendre. Donc, voilà l'enjeu. Juste pour vous dire ce qui se passe aujourd'hui dans notre réseau, c'est aussi ça fait partie du contexte. Donc, on a de plus en plus d'associations territoriales qui se retrouvent avec des sollicitations de la part des cédants, de propriétaires, de collectivités qui viennent avec de grandes unités foncières et on a du mal à trouver en face des porteurs de projets. On sait qu'il va falloir les restructurer et on ne sait pas comment s'y prendre.
Juste pour vous dire aussi qu'au sein de Terre de Liens, le dernier chemin de terre, il est consacré à ce sujet, hein, les grandes fermes, et puis comment finalement plutôt mettre du collectif ou installer plusieurs fermes à la place d'une. Voilà. Le réseau Impact, ça fait quand même plusieurs années qu'il s'intéresse à ça, en particulier sur le volet comment accompagner les cédants. Donc, ils ont fait une brochure qui s'appelle la transmission. Attendez, je vais quand même carrément cliquer dessus. Ah, ça n'a pas marché. Si, voilà. Des idées pour transmettre et si on restructurait les fermes. Vous voyez, ça, c'est un dossier qui est dans notre centre de ressources et que vous pouvez aller voir. Donc, ça a été publié en 2019 et Terre de Liens était impliqué sur le sujet. Alors, après, moi, je sors comme ça. Ah, j'ai perdu mon... Il va falloir que je retrouve mon PowerPoint. Excusez-moi. Donc, Fabrice, tu peux me le partager là? Il est sorti. Attends, parce que je l'ai pas sur cet ordi-là. C'est bon, je l'ai. Excusez-moi. Je vous repartage. Voilà. Donc, c'est des ressources. Juste aussi pour vous dire que Impact, depuis novembre, là, décembre même, on a eu un copil du groupe de travail installation transmission d'impact dans lequel on a validé un projet de formation qui s'appelle transmission, installation, restructuration. Et là, il y a un peu une demande pour que ça soit Terre de Liens qui soit pilote. Bon, c'est en émergence juste, mais le copil était quand même très intéressé puisque finalement, toutes les structures d'impact, donc que ce soit les CIVAM, FADEAR, Interafoc, Miramap, toutes ces structures s'interrogent vraiment sur comment agir, comment faire quand les grandes fermes sont à reprendre et qu'en face, eh ben, il y a une nécessité de restructurer et qui est moteur là-dedans, qui lance une dynamique, comment on s'y prend. Voilà. Et peut-être bien que Terre de Liens a un rôle à jouer là-dessus parce que je pense que c'est nous qui voyons arriver ces grosses fermes et qui sommes un peu désemparés parce qu'on ne peut pas nous créer les collectifs, on peut pas. Mais par contre, on les voit partir, disparaître ces opportunités et donc peut-être qu'on a un rôle à jouer aussi pour sensibiliser tous nos réseaux et les salariés de ces réseaux et les bénévoles de ces réseaux à cette question-là. Voilà, on en est là, on est juste à se dire comment on s'y prend tous ensemble pour faire avancer cette problématique. Bon, je voulais vous parler aussi agricole, puisque là, c'est le volet plutôt agriculture collective, mais il y a des associations territoriales de Terre de Liens, donc en particulier, c'est Languedoc-Roussillon et Midi-Py, hein, sur Occitanie, qui ont travaillé avec l'ADR sur cette question-là, et donc il y a des ressources. Et puis, tout récemment aussi, en novembre 2022, la FNAP qui faisait un webinaire sur la restructuration des fermes et installation collective. Donc là, on a un webinaire qu'on peut aussi, donc des ressources qu'on peut vous partager qui sont sur ce sujet-là. Hein. Donc, c'est un sujet qui est vraiment quand même à l'ordre du jour dans pas mal de structures. On va aller très vite là, mais c'était pour vous dire qu'est-ce que c'était la définition d'une restructuration. Donc, on a repris un peu les phrases qui étaient dans le document d'impact. Donc, une démarche de réorientation de la ferme dans un contexte de transmission ou de reprise. Là, il parlait de la conduite d'activité. Donc, pour eux, à ce moment-là, ils imaginaient que pour eux, la restructuration, c'était aussi quand on passait à une conversion. Maintenant, on en parle moins on dit là, c'est une évolution, mais c'est moins une restructuration. Alors, quand il y a la production principale qui est donc transformée et quand aussi l'usage des terres et des bâtiments sont réorientés. Et on voit que l'étude de l'époque la montrait que systématiquement, il y avait une augmentation du nombre d'emplois et qui posait la question de constituer un collectif. Et dans la définition que la FNAP donnait dans son webinaire de novembre 2022, on avait donc une simplification, il n'y avait plus cette histoire d'évolution vers la bio, mais c'est transmission-restructuration, c'est la réorientation de la conduite de l'activité, de la production principale ou de l'usage des terres et des bâtiments. Et ce qu'il précisait, c'était que
En fait, il fallait avoir en tête, c'était un maintien ou une multiplication du nombre d'actifs. Ils expliquaient que sur l'étude faite de 28 fermes, il y avait un doublement des chefs d'exploitation. À chaque fois qu'il y avait restructuration, il y avait, des fois ça multipliait par 4, des fois ça, mais grosso modo, dans 28 cas, il y avait doublement des chefs d'exploitation. Ça répond à des dynamiques d'arrivée et de départ différents pour pallier à l'inadéquation des fermes disponibles et des projets des porteurs de projets. Ça facilite l'accès au foncier et au bâti dans un contexte de capitalisation et d'agrandissement. C'est là où finalement on se sent assez concerné. Et ça facilite aussi l'évolution des pratiques. Donc ça, c'était la... Alors voilà, on n'a pas, nous, donné une définition, mais je voulais vous en montrer plusieurs et ce à quoi ça se rapportait. Donc juste pour vous rappeler les objectifs de ce webinaire, pour nous, c'est s'inspirer de ce qui a été réalisé dans certaines régions, donc comment Terre de Liens agit sur cette question, entendre, puisque vous êtes tous là présents, entendre les questions, les besoins et les envies des associations territoriales sur le sujet, entendre les remarques et réflexions de la foncière et de la fondation sur le sujet, et puis commencer à répondre à la question comment on fait pour faciliter nos actions au sein du réseau en termes de restructuration des fermes à reprendre. Voilà, ça fait 4 jolis objectifs. Et pour commencer, on va partir sur des exemples. Je vous ai dit qu'il y avait 4 associations territoriales qui avaient des exemples à nous montrer. Et l'envie sur ces exemples, c'est de vous montrer de quelle ferme on est parti, où on est arrivé, mais surtout voir comment Terre de Liens a pu agir et aussi quel enseignement on en retire. Voilà. Je vais passer la parole à Gaëlle. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler rapidement de 2 fermes dans le Tarn. C'est un territoire sur lequel l'association est de plus en plus impliquée. 2 situations. Donc, on va commencer par la ferme de Laroque et après, on ira un peu plus dans le sud du département à Larive. Donc, si tu peux passer, on va rentrer directement à Laroque. Donc, Laroque, on se situe, c'est à côté de Lautrec, c'est vraiment de la plaine céréalière. C'est un territoire qui est valorisé parce qu'il y a le label autour de l'ail de Lautrec, etc. Donc, c'est des terres sur lesquelles il y a pas mal de pression. Voilà, donc c'est de bonnes terres agricoles avec des systèmes d'irrigation implantés, etc. Et on est ici donc sur une ferme qui était 100% céréales, qui avait eu un passé en polyculture élevage, mais qui depuis une quinzaine d'années était uniquement sur de la céréale, avec un patrimoine bâti très important, du bâti ancien, du beau bâti, etc., mais qui fait vite peur à Terre de Liens. Comme je disais, donc une forte pression foncière, voilà, pas mal de regards des voisins, mais par contre, une très forte volonté de transmission et surtout de vente strictement à Terre de Liens pour pérenniser, voilà, pour ancrer le fait que ce soit de l'installation en priorité et ancrer l'agriculture bio sur la ferme. Elle n'était pas en bio au moment où on est arrivé. Et donc, on avait là des propriétaires très engagés. Donc, c'est une ferme qui était, en propriété d'un groupement foncier agricole, donc avec des membres d'une famille, avec les 2 parents, anciens exploitants et les enfants, et un fermier qui était l'ancien compagnon d'une des filles, voilà, dans cet univers-là, donc un fermier proche de la retraite. Et donc, tout ce petit monde où il y avait une très bonne entente, commence à réfléchir à la transmission et au devenir du patrimoine dès 2019 et vient vers l'association à ce moment-là. On y reviendra après. Et voilà, donc il y avait dès le départ un souhait d'avoir un partenaire extérieur pour réfléchir à toutes les modalités, aux différents montages de devenir sur le foncier, du bâti, sur les aspects aussi agricoles, etc. Et c'est une ferme qui est aussi très en lien avec le territoire, la dynamique rurale, etc. Un des bâtiments accueille une MFR, donc qui est toujours en activité. Donc voilà, pour Terre de Liens, on y a vu aussi un fort intérêt parce qu'il y avait aussi un contexte partenarial particulier. On reviendra sur le déroulé après de l'opération. Aujourd'hui, enfin demain, on est en train de créer une ferme où il y aura 5 activités.
donc autour de production agricole, un système volaille, du maraîchage diversifié, mais pas que, un petit peu d'arboriculture, des céréales avec meunerie et boulange. Et ensuite, en parallèle, il y a une activité de brasserie qui va s'installer dans les bâtiments, donc qui sera en lien avec l'activité grande culture. On achète ici 73 hectares, tout d'un seul tenant, irrigués pour la plupart, etc. Et les bâtiments, donc très tôt, Terre de Liens, on a identifié que ce n'étaient pas des bâtiments pour nous. Les candidats se sont constitués un SCI. Ils ont eu des difficultés à obtenir des prêts de la banque pour acheter ce bien-là. Et donc, le GFA a accepté de faire un crédit vendeur. Donc ça, c'est tout récent. Mais voilà, c'est la preuve qu'un dossier comme ça mérite d'inventer et de trouver des systèmes pas forcément évidents de prime abord. Et donc aujourd'hui, on commence avec l'installation de 3 fermiers et un artisan. Et l'idée, c'est de doubler le nombre d'installés voilà, d'ici à 5 ans. Vas-y, tu peux passer. Voilà, donc vous avez l'emprise foncière. Donc voilà, à l'origine de cette restructuration, c'est essentiellement de la volonté. Pas de repreneur identifié dans le cadre familial, etc. Et comme je disais tout à l'heure, une très très bonne entente au sein de la famille, avec alors deux personnes qui l'idée un peu, qui ont fait le lien avec Terre de Liens, qui étaient peut-être plus militantes, mais voilà, avec vraiment des espaces de réunion où ils étaient à chaque fois là, avec voilà, une vraie gouvernance à l'échelle de la famille pour la gestion de ce patrimoine. Concernant les acteurs donc, qui on a vu autour de la table, donc le cédant fermier qui était donc dans une posture humaine pas forcément évidente parce que c'était le fermier, un des anciens compagnons d'une membre du GFA, lui-même il n'était pas preneur du GFA. Bon voilà, du coup ça c'est quand même bien fait. Donc les membres du GFA, donc c'était le couple de parents et les 5 enfants. Et des parents donc, qui étaient les anciens exploitants et qui étaient du coup, qui sont autour de 85-90 ans et du coup qui avaient une approche vraiment voilà, très étonnés de tout ce qu'on pouvait faire de leur ferme, et ils y ont été pour beaucoup dans l'accueil des projets maraîchers, de ce renouveau un peu sur la ferme. Ils ont vraiment accompagné sur le travail de la terre, etc. Les acteurs aussi, c'est une bénévole très impliquée dès le départ. Elle a fait l'accueil, donc en Midi-Pyrénées, on a un réseau de bénévoles accueillants. Elle a fait l'accuey et elle disait elle-même qu'elle s'était pris d'affection pour ce projet-là, pour ces cédants-là. Et elle disait que par moments, elle s'est aussi questionnée sur est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que je suis pas trop dans l'empathie, etc. Parce que c'était très prenant. Elle s'est un peu protégée à partir du moment où l'association a pu dédier du temps salarié sur ce projet-là. Et donc voilà, c'est un binôme qu'elles ont pu avancer et concrétiser le projet là dernièrement. L'ADR a pas mal travaillé avec les candidats et puis on a la SAFER qui est intervenue aussi. Tu peux passer. Voilà, donc les étapes, c'est un premier contact dès 2019 via notre petit chemin de l'accueil à l'accompagnement. Nous, Terre de Liens, c'était le Tarn, ça faisait partie des territoires où on commençait tout juste à avoir un pied. Donc, quand on a vu cette piste, voilà, au sein du comité d'engagement régional, tout le monde s'est dit peut-être ça vaut le coup de creuser un peu plus. Donc, on a donné de la légitimité à Monique, la bénévole impliquée, pour poursuivre l'accompagnement. Et très vite, on s'est dit non, par contre, il y a trop de bâtis, on n'ira pas plus loin, on n'ira que sur les terres. 2020, donc il n'y avait pas de repreneur et donc la première action de la bénévole, ça a été d'appuyer le GFA à rédiger une annonce sur Objectif Terre, à recevoir des sollicitations, etc. Puis on a organisé des visites collectives au printemps 2021. Les personnes les plus motivées, donc on leur a demandé de faire un dossier de candidature voilà, assez complet. Et puis en septembre, il y a eu des entretiens avec 2 collectifs. Voilà, donc Terre de Liens et le GFA se sont mis d'accord sur un petit collectif qui était déjà constitué. Et puis l'instruction s'est poursuivie. On est passé en CE en juillet dernier et c'est passé en comité technique SAFER cet automne. Voilà, donc c'est un dossier voilà, sur 2 ans et demi, 3 ans. Tu peux passer du coup aux enseignements sur la ROC. Donc, ouais, nous, ce qu'on a ressenti, c'était vraiment ça s'est fait parce qu'il y avait vraiment de la volonté et une réelle ouverture d'esprit de la part des propriétaires.
qu'on a eu de l'accueil puis de l'accompagnement assez long et donc un investissement bénévole incontournable. Voilà, très certainement, s'il n'y avait pas eu Monique, on n'aurait pas pu poursuivre ce dossier-là. Le collectif, il était déjà constitué et ça, c'était du coup facilitant parce qu'ils avaient des habitudes de travail, ils se connaissaient, etc. Et puis, ils se sont très fortement impliqués dans le processus d'instruction. Voilà, ils sont rentrés dans le cadre et ils ont pris les devants pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. L'association a réussi aussi à se structurer en parallèle et du coup avoir plus de temps salarié en appui aux bénévoles sur les territoires pour mener les instructions. C'est clairement une ferme qui a permis de concrétiser un groupe local sur ce territoire-là. Et les enseignements, c'est que finalement, bon, ADR, oui, c'est un partenaire important pour le travail du collectif, mais finalement, nous, Terre de Liens, du coup, la SAFER est intervenue au bout du compte, mais n'a pas eu de rôle vraiment fort. L'estimation avait été faite par ailleurs, etc. C'était plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'action dans le Tarn sur les acquisitions, donc c'était plus, voilà, entretenir du partenariat. Voilà, c'était ni positif ni négatif, mais il n'y a pas eu d'apport. Voilà, globalement sur la ROC. Sur la rive, si tu veux basculer, donc là, hop, ça ne marche pas. On est dans le sud du Tarn. Là, c'était une ferme bovin-lait en conventionnel avec 2 cédants, 2 frères qui ne connaissaient pas Terre de Liens au départ. Pareil, une grosse pression foncière. Et puis un collectif qu'on connaissait déjà parce c'était le deuxième collectif avec lequel on avait hésité sur la ROC. Donc voilà, d'où aussi l'intérêt d'être ancré sur le territoire et de bien connaître nos candidats. Si tu peux passer. Voilà, donc là, des bovins laits conventionnels, 2 frères et propriétaires. Une situation humaine pas forcément évidente, pas de la mésentente, mais des situations personnelles différentes. Et donc voilà, la situation de l'un a eu un fort impact sur les conditions de la vente. On avait donc un collectif déjà très actif sur le département, pareil, constitué avec des habitudes de travail, etc. Un territoire avec notamment un voisin immédiat des terres avec le bras long, on va dire, avec déjà une surface très importante, une activité de méthanisation et une volonté claire de s'agrandir. Et une relation avec l'un des frères plutôt ambiguë. Le rôle de la SAFER sur ce dossier a été très critiqué. Il n'y a pas eu de régulation sur le prix. Il n'y a pas eu vraiment de transparence sur les processus, etc. On a mis aussi en critique les critères qui ont été retenus pour la publicité. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans ce volet-là, mais en tout cas, il y a eu un peu un bras de fer avec la SAFER et on y reviendra aussi dans notre relation avec la Confédération paysanne. Et donc, c'est une ferme sur laquelle il y aura aujourd'hui 4 activités agricoles avec 3 installations, donc grande culture, pareil, meunerie et boulange. Donc, dans le Tarn, on a beaucoup de fermes comme ça, mais ça fonctionne bien. Du maraîchage diversifié et des brebis viandes et une petite activité apiculture. Et là, ici, on achète 40 hectares et du bâtiment, 1500 mètres carrés de bâtiment d'exploitation. Donc voilà le foncier. Donc au départ, il n'y avait pas forcément d'urgence, puis après, il y a eu des pressions du local, donc de ce fameux voisin, la SAFER qui est entrée dans le jeu, et donc tout s'est accéléré à un moment donné. Et donc ici, on a plutôt travaillé avec un des frères qui était, qui découvrait Terre de Liens, mais qui lui voulait vraiment transmettre et du coup qui n'était pas pour ou contre la diversification sur sa ferme, mais qui voulait vraiment, lui, son entrée, c'était l'installation. Il y a eu 2 bénévoles impliqués et une salariée, j'ai mis un S en trop, la Confédération paysanne, qui a beaucoup joué dans la lutte foncière vis-à-vis de la SAFER, et puis la SAFER, donc, qui était évidemment ici. Dans le processus, c'est un dossier qui a commencé fin 2021, printemps 2022, tout s'est un peu accéléré avec la SAFER, la pression qu'on pouvait
voire de la part du voisin, et donc une forte mobilisation avec la Confédération paysanne. Voilà, essentiellement, la Conf était un appui direct des candidats, et nous, c'était plutôt du off qui nous permettait d'adapter notre discours et ce qu'on pouvait réclamer auprès de la SAFER. Novembre 2022, on a réussi à passer le dossier à un comité technique, on avait réussi à le décaler parce que c'était prévu au printemps, etc. Bref, on a bataillé plusieurs reprises. On a eu une attribution partielle, mais qui n'a pas remis forcément en question les projets d'installation. Voilà, il y a une petite veille foncière en parallèle pour compléter les surfaces pour que le projet soit tenable. Et on a fait valider le projet dernièrement, là, en janvier, par la foncière. Voilà, donc concernant les enseignements sur ce dossier-là, ce qui est facilitant, c'était donc toujours pareil, le fait d'avoir un collectif déjà constitué qui connaissait la procédure Terre de Liens, qui partageait nos valeurs, etc. Un collectif très, très impliqué dans le processus, très en lien avec la Confédération paysanne, et du coup qui a bien compris aussi notre rôle en tant qu'opérateur foncier, partenaire de la SAFER, mais aussi militant. Donc voilà, il y a une répartition des casquettes qui ont fait qu'on n'a pas abîmé on n'a pas abîmé la relation avec la SAFER. Voilà, et à côté de ça, on a réussi malgré tout à faire passer nos messages. Et là, pareil, du coup, clairement, c'est de l'investissement bénévole et salarié qui permet d'accompagner ce type de projet. Et voilà, ce que je disais, donc la bonne entente avec la Confédération, qui, sur un projet comme ça, permet d'avancer main dans la main. Voilà pour mes 2 exemples du Tarn. Alors, juste merci beaucoup Gaëlle. Ce qu'on va vous proposer, c'est de noter vos questions parce qu'évidemment, j'imagine que toutes ces présentations vont vous évoquer des questions. Notez-les. On a un temps de questions à l'issue des 4 présentations. Voilà. Alors, Marie, est-ce que tu veux bien prendre la main pour nous parler de ce qui se passe dans la Drôme ? Vous m'entendez? C'est bon. Ah, on ne t'entend pas Vous bien. m'entendez bien? Ah, Vous là, m'entendez pas bien? là, ça va mieux. Ah, ok. Du coup, je vais vous présenter l'exemple dans la Drôme. Tu pourras passer les diapos, on passera rapidement aux étapes de la restructuration. Mais pour vous présenter, tu peux même aller directement à la deuxième, la suivante. Donc, pour vous parler de cette ferme, c'est pour l'instant une ferme céréalière, en grande culture, en bio depuis plus de 40 ans. Donc, on considère que c'est une ferme bio historique de la plaine de Valence, avec une forte pression foncière. Et donc, une grande crainte des cédants de voir la ferme divisée et répartie entre les voisins. Donc, ces cédants ont contacté Terre de Liens pour préserver ces terres en bio. Et comme ils n'avaient pas de repreneurs, on a dû leur dire qu'il fallait d'abord rechercher des repreneurs. Et donc, ça a pris un peu de temps. Là, je voyais dans le chat quelqu'un qui demandait c'est quoi une grande ferme. En fait, moi, je dirais qu'une grande ferme, c'est pas forcément grande, mais c'est difficile à transmettre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de repreneur qui veut reprendre l'ensemble d'un seul tenant, enfin, pour une seule activité. Et donc là, c'était une ferme céréalière sur 97 hectares, dont 67 appartenant aux cédants, donc avec 2 personnes et demie qui travaillent sur la ferme, et essentiellement un circuit long, voilà, avec une situation économique compliquée, due à un fort endettement et peu de rentabilité de l'agriculture. Et donc, tu peux passer à la suite, peut-être on reviendra. Donc en fait, même encore après, ce qu'ont fait les cédants, après avoir contacté Terre de Liens, c'est ils ont notamment sollicité Schurte, donc qui est un ami des cédants, qui a eu l'idée de rassembler un groupe d'acteurs autour de l'avenir de cette ferme. Et donc, dans ce groupe d'acteurs, il y avait des anciens agriculteurs amis, des bénévoles Terre de Liens, une ferme voisine qui est en scope, donc qui est déjà un exemple de restructuration qui est assez connu, c'est la ferme des Volontés.
et qui a inspiré un peu l'idée d'aller vers une restructuration de cette ferme. Ce qui est important de dire, c'est que c'était important pour les cédants qu'il y ait une réappropriation collective de l'avenir de cette ferme, que ce ne soit pas juste un souci individuel. En tout cas, lui, ça l'a beaucoup aidé à cheminer, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces cédants n'étaient pas accompagnés dans leur transmission par une ADR ou la Chambre d'agriculture. Donc, c'est vraiment ce groupe, et notamment ses amis. Donc, dans les amis, il y a Chourte, il y a une ancienne bénévole de Terre de Liens, et une autre agricultrice qui est au GAB local. Et donc, qui l'a beaucoup aidé à cheminer sur cette transmission et à ouvrir notamment les perspectives de diversification, en fait. Lui, dès le départ, le cédant voulait un projet assez ambitieux, ancré sur le territoire et surtout plus durable, plus rentable, avec plus de valeur ajoutée. Donc, ce qu'on a fait une fois qu'il était ouvert à lancer un appel à candidature, on a publié un appel à candidature sur Objectif Terre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu la discussion de est-ce qu'on définit déjà des activités pour trouver des activités faisables sur cette ferme pour trouver les repreneurs qui correspondent, ou est-ce qu'on reste assez ouvert en disant que voilà, cette ferme peut être partagée. Et donc, on a fait le choix de laisser assez ouvert, ce qui fait qu'on a rencontré beaucoup de gens ont répondu. Il y a eu beaucoup de rencontres et une visite, plusieurs visites. Plusieurs personnes qui se sont montrées intéressées et qui finalement se sont désistées. Et donc, en début 2022, donc ça a commencé fin 2019, et début 2022, on a rencontré un couple qui était intéressé pour une activité maraîchage et arboriculture, et une autre personne qui était intéressée pour la partie céréales et meunerie. Donc, en fait, le couple et l'autre personne ne se connaissaient pas. Donc, c'est nous qui les avons amenés à se rencontrer et à voir s'ils seraient intéressés pour travailler ensemble. Ça, c'est un point important. On a aussi voulu qu'ils soient accompagnés individuellement par des structures et le collectif soit aussi accompagné par une structure qui s'appelle SIC Ferme Partagée, qui accompagne les collectifs. Et en fait, en parallèle, l'AGLO, Valence Roman Aglo, a avancé sur son travail politique sur la transmission et a réuni un groupe d'acteurs pour travailler sur la transmission des grandes fermes, et dans ce cadre a financé du travail d'accompagnement de cette transmission-là. Donc il y a eu notamment l'ADR, la SIC Ferme Partagée, Agribiodrome, la SAFER et Terre de Liens, une salariée Terre de Liens, qui a participé à ce groupe de travail. Après, on a pu instruire le projet Terre de Liens et le présenter en CE en janvier dernier. Et là, par contre, on est dans l'attente du comité technique SAFER qui a lieu le 17 mars. Voilà. Ce qu'on peut dire, donc, juste, si tu peux revenir sur la première diapo, c'est pas forcément le bon ordre. Juste pour dire, voilà, l'exemple de restructuration, c'est qu'on arriverait à 7 UTH, plus la perspective d'accueillir une personne en plus en boulangerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y aura 2 entreprises. Ils se sont bien partagés les terres et les bâtiments, avec un bâtiment commun. Donc au début, il y aura 2 entreprises, mais ils ont tous en tête l'idée de scope, sachant qu'ils ont tous travaillé en scope avant. Donc ils sont déjà quand même dans une idée de mutualisation, même s'ils n'avaient pas en tête de s'installer en collectif à la base. Mais ils sont ouverts à ça. Et donc ils ont réfléchi à mutualiser certains investissements et à voir comment ils vont s'entraider. Ça, c'est encore à définir, mais ils ont déjà une charte, voire une charte de mutualisation. Enfin, ils sont un peu accompagnés là-dessus. Et donc, pour finir sur le rôle de Terre de Liens, peut-être. Et après, je ne sais pas si Hélène est là, mais si elle veut intervenir. Pour dire le rôle qu'a eu Terre de Liens, déjà, c'est que les cédants tenaient à vendre la Terre de Liens pour pérenniser l'usage en bio et aussi pour éviter que ça parte entre les voisins, que ça parte à l'agrandissement. Il y a eu un moment, je n'ai pas détaillé tout l'historique, mais à un moment, la question s'est posée à cause de l'urgence du cédant à arrêter et à transmettre à Terre de Liens. Il y a eu la question de faire une instruction Terre de Liens d'un projet d'acquisition avec le cédant comme fermier.
Et donc l'AT a refusé ce choix-là. Du coup, il fallait d'abord chercher un repreneur avant d'instruire un projet d'acquisition. Donc il y a eu des bénévoles, beaucoup de bénévoles qui sont passés qui se sont impliqués sur ce projet, bénévoles Terre de Liens. Et ensuite, les salariés dans le cadre du projet d'acquisition et une salariée dans le cadre du collectif financé par Valence Roman Anglo. Et ce que je voulais dire, ouais, à la fin, juste le fait qu'on vende à Terre de Liens, enfin, le fait que ce soit vendu à Terre de Liens, ça facilite, j'ai l'impression que ça facilite l'installation de plusieurs personnes en fermage, parce qu'ils n'ont pas à acheter ensemble. En fait, c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Je ne sais pas s'ils se seraient lancés sur une acquisition ensemble. Et en fait, ça permet aussi le fait qu'on achète tout, contrairement aux voisins qui auraient acheté que des parties. Et donc, on espère qu'en comité technique, on sera prioritaire là-dessus. Donc, le travail avec la SAFER nous a permis d'anticiper ça. Et peut-être un point intéressant aussi, c'est que grâce à ces discussions, à ce travail en amont avec la SAFER et avec les cédants, on a obtenu que la SAFER fasse une publication sans obligation de vente. Donc, ce qui a permis de rassurer les cédants. Et, voilà. Et pour terminer les enseignements, Caroline, je vais mettre la dernière diapo. En fait, ça reprend un peu ce qu'a dit Gaëlle, la nécessité d'une forte volonté de transmission et l'ouverture d'esprit des cédants, de trouver des candidats aussi qui sont ouverts à s'installer à plusieurs alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu ça, avec potentiellement une progressivité dans la mutualisation. Et ouais, ce qui est important de souligner, c'est le temps nécessaire. Enfin, j'imagine que vous avez tous connu ça, mais c'est énormément de temps de toutes les visites et toutes les rencontres avec les candidats. En fait, nous, on a été vraiment nombreux à mettre du temps sur ce projet-là. Et c'est important qu'il y ait du temps d'accompagnement des cédants et des repreneurs, individuellement et collectivement. Voilà pour moi. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, merci Marie, c'est pile poil. Il y a Marie Leroy qui voulait intervenir. Donc, comme elle est dans Rhône-Alpes, elle voulait peut-être compléter quelque chose. Ou c'est peut-être Hélène? Oui, moi j'ai. Oui, je sais peut-être nommer Marie Leroy, je sais, sur mon affichage de Zoom. C'est Hélène. C'est moi qui ai, dans le cadre de l'accompagnement par Valence Roman Anglo, c'est moi qui ai suivi ce dossier. Et je voulais juste compléter en disant que Valence Roman, en fait, nous finançait nos temps de coordination interstructure, ce qui est quand même assez rare et qui a énormément aidé dans le projet, notamment vis-à-vis de la SAFER, où on avait des réunions, en gros, tous les 2 mois et où on a pu construire cette publicité sans obligation de vente qui était en fait la seule solution pour arriver en comité technique qui pourrait faire que Terre de Liens soit un peu assuré d'être l'acquéreur. Et ça s'est fait vraiment grâce à tout le travail amont partenarial via l'agglo. Donc voilà, juste pour compléter sur le volet collectivité, à dire que des agglos, alors là il y a des moyens, hein, c'est une agglo, mais des collectivités peuvent aussi financer ce temps d'accompagnement. Merci beaucoup pour ce témoignage. On est pile dans les temps. Je vais demander à Loïc de prendre la parole pour nous exposer les restructurations en Normandie. Oui, merci Caroline. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis animateur à Terre de Liens Normandie pour le département de la Manche et de l'Ouest du Calvados. Et donc après avoir vu tous ces exemples du sud de la France, on va migrer un peu au nord, au nord-ouest, avec deux fermes. Une ferme dans un premier temps dans le Calvados, à l'ouest de Caen, et la seconde dans la Manche, en centre-Manche. Nous, on a deux problématiques dans la transmission. On a la transmission agricole de manière générale, comme toutes les régions la vivent, et on a également, nous, la transmission particulière des nombreuses fermes laitières de notre région, avec un chauvinisme exacerbé dans le déboire public sur la vache, notamment, le lait, le beurre, la crème, tout ça.
Donc, on a cette double particularité, en tout cas, sur les enjeux de transmission. Je veux bien que tu passes, du coup, Caroline. Merci. Donc, la première ferme, la ferme d'Orbois. Donc, on est donc à l'ouest de Caen. Donc, je fais rapidement l'intro. Donc, au début, donc, 2 fermes voisines complètement différentes. Une ferme laitière, les 2 en conventionnel. Donc, la première qui est installée en chèvre en 2004 sur une très petite surface, 4 ou 5 hectares. Donc, on était plutôt en hors sol. Ensuite, une ferme bovin-lait conventionnelle installée en 2007 sur 80 hectares, de la filière longue, du grand classique, on va dire, dans le bocage canet, avec par contre, pour la ferme chevrière, du fromage de chèvre en vente directe, notamment. Aujourd'hui, on est passé à une seule ferme, sous forme de ARL. Donc, les associés ont fusionné en fait leur ferme, donc en 2014. 55 hectares de SAU, quasi toute la totalité est en location. On a sur la ferme aujourd'hui 4,5 UTH sur 55 hectares, donc plutôt un très beau ratio, on va dire. Diminution de la SAU totale de la ferme et de la production de lait de vache principalement, diminution du troupeau, donc 25 vaches, 80 chèvres, et une réorientation des débouchés. Donc l'ensemble du lait produit sur la ferme est transformé et vendu en direct, donc notamment en Biocoop, en marché, en AMAP. La ferme s'est convertie par la suite en bio en 2016. Ça a été la suite logique pour eux. Et aujourd'hui, ils ont une bien meilleure répartition de la charge de travail au sein de l'ARL. Et donc ils sont très contents, ils peuvent se prendre tous des week-ends à tour de rôle, donc ça c'est chouette. Je te laisse passer, Caroline. Ouais. Alors à l'origine de la restructuration, donc filière conventionnelle, énième crise du lait dans la filière lait de vache, en l'occurrence. Des charges d'exploitation qui augmentent, forcément. Une volonté de passer en bio, mais avec forcément des petits freins techniques à lever. Et notamment pour les chevriers, ils se sont rendus compte que les fromages de vache, finalement, ça avait son intérêt sur le marché, que la chèvre marchait bien, mais les vaches aussi. Donc ils se sont dit, ça peut être aussi l'idée de se rassembler. Plutôt que je t'achète du lait, travaillons ensemble pour que je transforme à la fois du lait de vache et du lait de chèvre. Et comme je disais, une recherche de sens dans le métier des différents associés. Les acteurs de la restructuration, les fermiers et fermières eux-mêmes, finalement, parce qu'ils ont besoin de personnes. Ils ont quand même été accompagnés un tout petit peu par des exemples inspirants dans leur réseau, vu que ce sont des fermiers qui sont, notamment pour les chevriers, et ils étaient déjà très, très branchés confédération paysanne. Donc, ils avaient vu des exemples d'associations qui marchaient bien entre différents éleveurs. Donc, ils se sont aussi inspirés de ce qu'ils avaient vu chez les copains. Ouais, merci. Alors, et Terre de Liens dans tout ça. Donc, Terre de Liens n'a pas été acteur de la restructuration telle qu'on l'imagine. Toutefois, on a acheté donc 26 hectares de surface déjà occupés par les associés en 2018. Ils se sont retrouvés devant une problématique foncière et voilà, donc 26 hectares à vendre, déjà occupés. Ils ne voulaient absolument pas les acheter, ça n'avait pas de sens pour eux et ils se sont dit tiens, on va contacter Terre de Liens. Donc le dossier a été très favorablement accueilli au sein du CE foncière. Et en 2023, donc pour cette année, on est en cours d'achat de 14 hectares, donc déjà occupés. Donc au final, en fait, les 3/4 de la SAU appartiennent à la foncière. Et le reste des hectares sont soit en propriété, soit en location via un bail rural. Donc tout est sécurisé. Comme disent les fermiers, la transmission, ça devrait aller. Il n'y a pas trop de soucis. En tout cas, la transmission du foncier. Ah oui, donc du coup, il y a 4,5 UTH. Il y a 2 familles en fait. Donc il y a ceux qui avons été chevriers, ceux qui avons été bovins lait. Et donc ce sont deux couples et avec aussi en plus quelqu'un à mi-temps sur la ferme. Et donc chaque foyer, chaque famille en fait possède la maison et un peu de bâtiment agricole. Donc que tirer de cette expérience? Nous, c'est un peu notre ferme un peu vitrine sur la place Canaise. Parce qu'on a en plus on a un groupe local qui a fait une collecte super aussi autour de cette ferme, donc qui passe dans la presse régulièrement notamment. Donc ce qu'on en retient, c'est que la mise en commun des moyens de production, que ce soit les animaux, le savoir-faire paysan, le foncier, le temps de travail, permet d'être plus résilient, de créer de la richesse financière, mais aussi humaine.
à l'instar de la règle mathématique, moins par moins égale plus, en agriculture, c'est pareil aussi, moins par moins égale plus, en tout cas pour ces fermes-là. Et que la sobriété, qui est un mot qui est très à la mode en ce moment, la sobriété foncière, pour le coup, n'est pas un vain mot, et que ce n'est pas un vain mot, pardon, si les paysans maîtrisent le devenir de leur outil et de leurs produits, notamment la maîtrise de la valeur ajoutée, et ce qui a permis notamment à cette ferme de monter en gamme, notamment. Je te laisse passer, Caroline. Autre ferme, du coup, on va aller bien plus à l'ouest, on va aller dans la Manche, donc on va aller en centre-Manche, du coup, du côté de Loiselière, donc on est sur la commune de Vert. Donc centre-Manche, bocage, agriculture familiale conventionnelle, laitière aussi, pour beaucoup. Donc hier, c'était une ferme bovin-lait conventionnelle, une SAU, ce qui a classique, on va dire, dans la Manche, 65 hectares de surface, une maison et des bâtiments agricoles, une personne seulement qui travaille, un UTH. Le débouché était assez classique, hein, du lait de vache en filière longue, avec 6 propriétaires différents. Et pour la Manche, c'est pas beaucoup, 6 propriétaires, c'est bien plus morcelé que ça dans certains dossiers. La ferme aujourd'hui, donc on est sur une ferme en élevage de porc plein air, en agriculture biologique, avec une SAU qui a diminué, 40 hectares, et toujours une maison et des bâtiments agricoles. Aujourd'hui, un fermier pour l'instant en UTH, à terme 2, quand sa compagne s'installera avec lui. Et les débouchés ont complètement changé, vu qu'on est sur de la vente à la ferme et au marché. Un seul propriétaire, Terre de Liens, pour le foncier. Je te laisse passer, je reviendrai après sur les détails. Donc à l'origine de la restructuration, donc une arrêt d'activité donc fin 2019 de la part du laitier qui voulait transmettre sa ferme très très vite. En gros, il nous contacte en juin, voilà, je veux transmettre en décembre, du grand classique chez Terre de Liens. Donc il faut aller très très vite. Volonté du porteur de projet de s'installer, quitte à modifier l'outil de production pour l'adapter à son projet. Il faut savoir que le porteur de projet était, et toujours d'ailleurs, non issu du milieu agricole. Donc il fallait aussi pour lui faire ses preuves, notamment. Donc les acteurs de la restructuration, la SAFER de la Manche, qui a été très précieuse, car elle a fait, du coup, comme il y avait 6 propriétaires, elle a organisé notamment les contacts avec les différents propriétaires. Elle a acheté tout le foncier. J'ai mis chat, mais en fait c'est achat, c'est pas chat, dans le PowerPoint. Stockage et rétrocession. En fait, elle a stocké du coup le foncier pendant 1 an, 1 an et demi même. Il faut savoir qu'on était aussi en pleine période de Covid. Ça n'a pas aidé à être réactif. Donc stockage et rétrocession à Terre de Liens. L'Ardèche Normandie, on a utilisé notamment le réseau de tuteurs pour accompagner donc le fermier qui s'appelle COM. Donc pour accompagner COM, on a utilisé ce réseau de paysans pour donner des conseils notamment. La région Normandie, parce qu'en fait, la région Normandie a une convention avec la SAFER et dans le cadre d'achat et de stockage par la SAFER, la région Normandie, en tout cas à l'époque, payait les intérêts de stockage. Et donc, elle a payé pour 15 500 € d'intérêts de stockage, ce qui est quand même plutôt appréciable en l'occurrence. Le porteur de projet lui-même est un acteur de la restructuration, forcément, ça va sans dire, et Terre de Liens Normandie. Je te laisse passer sur la dernière slide, Caroline. Du coup, Terre de Liens dans tout ça. Alors, donc après 18 mois d'accompagnement et 12 mois de stockage et 18 mois d'accompagnement, la foncière a acheté donc 39 hectares sur les 40 que compte la ferme. Le porteur de projet, lui, a acheté la maison et les bâtiments agricoles. Il voulait acheter la maison parce que, voilà, donc maison qui était fonctionnelle, mais dans son jus, avec des aménagements à prévoir. Famille nombreuse, donc il fallait aussi remettre en place, couper des cloisons notamment. Donc, et puis il voulait pouvoir faire les travaux dans le tempo où il voulait et avec les matériaux qu'il voulait. Donc on s'est dit que c'était plus logique que celui qui achète la maison. Les bâtiments agricoles, c'était pareil. Et il a conservé certains bâtiments, notamment pour le stockage du grain qu'il produit lui-même sur la ferme. Et d'autres ont été complètement modifiés. Donc, salle de traite forcément démontée, car aucune utilité. Il a enlevé les cornadis. Donc, il a modifié un peu à son goût et il a vraiment restructuré la ferme au sens de la définition que je viens d'ouvrir sur mon ordinateur. Donc, que tirer de cette expérience ? Alors qu'il est possible de transmettre l'activité
autrement encore, en recopiant l'existant. Pour nous, c'est super important parce que, en fait, finalement, à 65 hectares, pour s'installer, quand vous êtes jeune, avec tous les prêts sur la tête, ça fait un peu juste. Donc, en fait, cette ferme, elle était trop grande, enfin, trop petite pour s'installer en lait conventionnel ou en lait bio, mais elle était également trop grande pour faire une activité en petit élevage, par exemple. Et donc là, en fait, on montre à travers cet exemple que c'est pas parce qu'on a une ferme laitière qu'on est obligé de la transmettre en lait ou on n'est pas obligé de vendre le foncier aux voisins, que l'agrandissement des voisins n'est pas une fin en soi. Les pouvoirs publics ont intérêt à s'emparer des questions agricoles, notamment nous, la région qui finance du stockage de foncier, qui nous permet du coup de faire le tampon avec la SAFER, c'est super utile. Aussi, bien sûr, on va dire la complicité, la complémentarité avec la SAFER sur ce dossier-là a été très précieuse, puisqu'elle nous a permis du coup de jouer la montre, surtout avec un cédant qui avait des exigences, notamment. Et que, enfin, là, c'est plus une petite dédicace au porteur de projet, que sa fraîcheur et sa naïveté, que j'ai mis entre guillemets, sont une partie de la solution au problème de la transmission des fermes françaises et qu'on aura besoin d'eux. Ça passera aussi par eux. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à l'Est de la France, du coup. Merci Loïc. Donc maintenant, on devrait passer en Alsace et il faut savoir si Marie est arrivée. Elle avait dit qu'elle arriverait vers 14h50, voire 15h. Si jamais elle n'est pas arrivée, on peut commencer les questions sur les 3 exemples qui ont été présentés. Et on passera à l'Alsace ensuite. Donc Marie n'est pas là, a priori, donc on peut prendre vos questions donc de clarification sur ces cas présentés. Capucine. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question pour les fermes sur lesquelles il y a eu doublement, voire plus du nombre d'actifs. En termes de logement, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Enfin voilà, comment ça s'est passé comment on trouve des logements pour tout le monde quand on réaugmente le nombre d'habitants sur un territoire? Ok, donc là, ça pourrait être les exemples de Gaël qui... Oui, et ben dans les 2 cas, du coup, sur La Roque, comme c'est un bâtiment, une ferme où il y a beaucoup de bâtiments, il y a eu des solutions un peu temporaires où la famille a mis à disposition du logement, etc. Et l'idée, c'est que les candidats rachètent eux-mêmes ces logements-là. Et sur la rive, il y a un logement à reprendre. Et pareil, ce sera sur c'est les candidats qui vont s'en occuper. Mais pour le moment, ils sont dans une phase précaire. Donc, ils sont dans du logement voilà, temporaire. Mais en tout cas, Terre de Liens répond pas du tout, est pas du tout intervenu sur ce volet-là. Donc, c'est en effet pas très pérenne pour les fermiers qui sont installés. Enfin, ça leur demande des investissements et c'est un risque pour les futures générations de fermiers. Leïla, est-ce que tu as un éclairage par rapport à la ferme de la Drôme? Pour nous, il n'y a pas du tout de solution de logement sur la ferme puisque les cédants restent vivre dans leur maison. Et en fait, il y a donc juste à côté de la ferme. Et il y a même tout un ensemble de logements qui appartient à la famille des cédants. Donc, il y a possiblement une maison, la maison une maison libre qui pourrait être rénovée et louée aux fermiers. Sauf qu'eux n'ont pas forcément envie de rester à côté justement des cédants. Donc, pour eux, les logements, c'est plutôt à Valence, qui est à un quart d'heure, ou dans la commune de Chabeuil. Enfin, je n'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est un environnement urbain. Donc, du coup, la question du logement, bon, c'est compliqué. Et en même temps, il y a peut-être des solutions. Voilà. Donc, voilà, ce n'est pas Terre de Liens non plus qui répond à la problématique logement. Après, il n'y a pas d'élevage. Donc, on s'est dit que c'était acceptable comme ça. Il y a une question de Claire qui après Louis. Oui, bonjour. Alors, en fait, il y aura 2 questions parce qu'on est nombreux dans la salle à vous écouter. Donc, je commence. Moi, je voulais savoir. En fait, ça a toujours l'air facile quand c'est raconté après, mais je pense que ça ne devait pas être simple quand vous étiez au milieu du gué. Et j'avais une question notamment sur qui c'est qui a travaillé sur la question de l'adéquation du bâtiment par rapport aux nouveaux projets. Comment ils ont été accompagnés là-dessus? Tu poserais la question plutôt pour... Eh ben,
Ouais, en fait, quand les projets qui ont été installés, ils étaient différents des projets précédents où on a vraiment changé de système de production, augmenté le nombre d'actifs, etc. Moi, je peux répondre. Enfin, nous, là-dessus, sur l'adéquation bâti-projet, nous, c'est clairement les candidats qui se connaissaient bien, qui avaient bien calibré leurs besoins, qui ont échangé avec les propriétaires vendeurs. Et notamment dans le cas de la ROC, où ils étaient vraiment dans une posture d'accueil et d'accompagnement de petits collectifs, ils ont passé beaucoup de temps à faire du diagnostic du bâti, etc. Et donc, c'est vraiment le couple propriétaire-candidat. Et sur la rive, je dirais que c'est quasiment pareil. Donc, nous, on n'a pas du tout accompagné ça. Ok, et dans les autres AT? Pour notre exemple dans la Drôme, c'est pareil, c'est les candidats qui sont venus, qui ont visité, qui ont vu comment ils peuvent transformer leur bâti. Enfin, leur bâti, non, ce sera le bâti Terre de Liens, mais c'est eux qui feront les transformations à l'intérieur. Donc, ça va être une grande transformation quand même, un réaménagement à l'intérieur du bâtiment. Et après, il y a quand même la question des réseaux. Donc, ça, c'est sûr qu'il y avait les réseaux à amener. Et donc, il y a une discussion sur est-ce que c'est Terre de Liens qui prend en charge, est-ce que c'est la foncière qui prend en charge d'amener les réseaux ou pas. Donc, ça, il y a eu d'abord oui, ensuite non, ensuite oui. Donc, finalement, c'est oui. Voilà. Ok. Et pour l'exemple dans la Manche à l'Oiselière, avec du coup, le changement de destination des bâtiments. Ah mince, on a perdu Loïc. Et donc, On n'entend plus rien. Hein. Loïc, on ne t'a pas oui. entendu. Il faut que est-ce que vous m'entendez du coup? Oui, maintenant, c'est revenu. Ok, désolé. Donc du coup, je disais pour la ferme de l'Oiselière, donc Com s'est inspiré en fait d'une ferme chez qui il avait fait du woofing, donc dans le même système, et donc en fait il a réaménagé les bâtiments dans l'état d'esprit qu'il avait vu chez son fermier woofer, en woofing pardon, qui était également son tuteur à l'installation via le réseau de tuteurs de l'ARDEAR. Donc il s'est inspiré de cas existants, donc c'était assez simple pour lui. Puis après il a eu aussi un bon coup de main de la famille pour aménager à l'intérieur. Et en fait, la différence sur les bâtiments d'élevage bovin et d'élevage porcin, en l'occurrence, il n'y avait pas eu tant de changements à faire. C'était surtout beaucoup de démontage, hein, quelque part. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de choses à modifier. Ok, merci. Et deuxième question. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu avoir un peu plus d'éclaircissement sur le travail d'accompagnement qui a été fait par Ferme Partagée à Valence. Puisqu'on est quand même on est resté sur deux projets séparés, mais enfin, pour savoir un peu quelle a été l'évolution des porteurs de projets suite au travail. Moi, je peux répondre, Hélène, là, de Rhône-Alpes. Alors, justement, au départ, il y avait déjà un enjeu un peu complexe. Le porteur de projet paysan futur boulanger, et il faisait partie d'une SCOP. Et donc, Ferme Partagée l'a accompagné aussi sur ce volet-là. Elle a aussi accompagné la SCOP sur une réflexion. Est-ce que on va finir ou pas par pouvoir signer un bail avec une SCOP? On est plutôt parti là-dessus. Très vite, on s'est rendu compte que ça allait être super complexe, et notamment, il y avait un DJA important, et que du coup, le porteur de projet n'aurait pas la DJA s'il s'installait avec un SCOP. Du coup, c'était plutôt une installation à titre individuel. Et là, tout de suite, constituer un collectif avec les deux autres, ça paraissait beaucoup trop précoce. Et les deux autres porteurs de projets qui pourtant sont en couple, travaillent ensemble depuis un certain temps, etc., même chose, ils n'ont pas souhaité tout de suite rentrer en mode coopératif, collectif ou autre. C'est aussi des installations pour l'instant individuelles, avec l'objectif de faire d'un an ou deux même pour mettre en place ensuite une structuration collective. Mais c'est vrai que les fermes partagées, elles ont vraiment eu un rôle important dans le choix que ce ne soit pas la SCOP qui finalement soit signataire du bail. Et ça a été assez long ce moment où il a fallu défricher le sujet, parce que c'était un peu aussi nouveau dans le Terre de Liens, cette histoire de est-ce qu'on peut signer un bail ou pas avec une SCOP. Peut-être pour compléter, l'accompagnement de la ferme partagée, c'est vrai que c'est fait surtout sur cette partie-là. Donc l'atelier céréales et meuneries.
Et pour l'instant, il y a eu peut-être 2 rencontres avec les 3 personnes. Et donc, c'est le début, on va dire. Et là, c'était financé par l'agglo, et on n'est pas sûr que ce financement soit reconduit. Après, eux, les fermes partagées ont quand même envie d'accompagner. Après, la question, c'est comment ils vont financer. Et normalement, c'est vrai qu'ils interviennent en prestation. Donc, c'est des collectifs qui leur payent le temps d'accompagnement, souvent pour permettre la création de scopes. Donc, pour l'instant, ouais, il y a eu 2 journées. Mais pour répondre, ce qui a permis le fait de passer d'un projet plutôt individuel à un projet plutôt collectif, c'est leur culture scope, en fait. Leur culture. Merci. Merci. Louis et Sylvain, après. Bonjour. Moi, je suis tout seul, hein, mais j'ai 2 questions quand même. D'Aquitaine, donc. La première, c'était sur CETEGEL, notamment. Tu parlais d'Objectif Terre qui vous avait permis d'identifier 2 collectifs. Et Marie-Gaga aussi, tu disais qu'il y avait eu que ça vous avait permis d'avoir des gens. Mais je me demandais comment est-ce que, oui, est-ce que vous aviez trouvé ça assez efficace comme outil? Ça avait pris beaucoup de temps, cette recherche. Nous, c'est des questions qu'on se pose en ce moment sur des demandes. Et donc, c'est pas forcément d'autres structures d'accompagnement qui vous ont aidé à identifier ces collectifs dans un premier temps. Vous ne citiez pas les ADR, donc c'était juste pour confirmer ça. Et ma deuxième question, je ne sais pas si je la pose tout de suite. Vas-y. Ouais. Comment vous vous sentez maintenant en animation sur le fait d'accompagner comme ça des restructurations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plus faisable, est-ce que vous iriez plus vite maintenant que vous êtes passé par ces étapes en termes d'apprentissage pour vous, ou est-ce que ça reste quand même assez compliqué et un peu déroutant comme travail? Comment vous positionneriez? En tout cas, et merci pour ces partages, en tout cas. Ouais, du coup, sur le Tarn, on a utilisé Objectif Terre pour Larocque et du coup, on avait fait l'année précédente, on avait utilisé ça pour une recherche de fermier sur une ferme déjà acquise. Et en fait, on a fait une trame, bon, l'annonce classique Objectif Terre, puis à côté, on a fait un appel à manifestation d'intérêt avec un bon descriptif du bien, de qu'est-ce qui, voilà, l'histoire, etc., de la carto, etc. Et avec pas mal de choses sur l'intention de construire un collectif. Voilà. Et je dirais, alors, je crois qu'on a mis 6 mois entre la parution et la proposition de visite. Et donc, dans l'AMI, on avait déjà identifié des dates, etc., en demandant aux personnes de nous faire passer un premier jet très sommaire de leur projet, ce qui nous permettait de les sélectionner ou pas pour la visite. Et après la visite, on est revenu vers eux en leur demandant de concrétiser par un descriptif plus poussé de leur intention. Voilà, donc moi je dirais que c'est assez efficace. Mais il ne faut pas se limiter à juste le cadre Objectif Terre. On a produit un AMI un peu plus solide. Est-ce qu'on referait ça? Moi, j'ai l'impression que là, oui, on a voulu faire du collectif parce qu'on voyait les surfaces, etc., et que ça s'y prêtait. Que la réalité, c'était aussi que des reprises en céréales, aujourd'hui, il n'y en a pas. Des reprises en bovin-lait, voilà, on n'a pas de candidats sur ces modèles-là, et que globalement, c'est la réalité des candidats qui viennent vers nous. En fait, quand on a listé les fermes qui pouvaient vous être présentées là, il y en avait plusieurs autres dans le Tarn et ailleurs ici en Occitanie. La plupart du temps, on va vers la diversification et de la création d'emplois. Est-ce que ça demande plus de temps? Oui, pour l'instruction, c'est plus de temps. Je viens de regarder, Marine, elle a passé 17 jours sur Larocque et 19 jours sur la Rive, sur 1 an et demi à 2 ans. Voilà, donc c'est peu... Enfin, bon, finalement, en regardant, je me dis, Larocque, finalement, 17 jours pour ce que ça fabrique sur un territoire, c'est pas tant que ça. Bon, mais voilà, mais encore, on ne comptabilise pas le temps bénévole ici. Mais voilà, mais je pense que c'est assez naturel pour l'association d'aller vers ça, et ça a posé par contre des questions sur les baux. Est-ce qu'on fait des baux? Est-ce qu'on impose des copreneurs? Est-ce qu'on dépasse cette règle-là, etc. Donc là, pour le coup, on est les 2 collectifs, comme ils se connaissaient déjà, qu'il y a beaucoup de complémentarité entre les activités, on est sur des baux à copreneurs. Voilà pour moi. Merci, Yael. Moi, j'ai juste une petite question pour que tu nous précises. Appel à manifestation d'intérêt, donc c'est complémentaire à Objectif Terre.
Vous la faites passer où et vous On la... l'a annexé à l'annonce. Donc, à chaque fois, on mettait pour aller plus loin, hop, et du coup, c'est des dossiers d'une quinzaine de pages, je dirais. Voilà, et donc aujourd'hui, on l'a refait là pour une ferme par où il y a un fermier qui cherche un nouvel associé, donc on a repris cette trame-là. Et donc, ça permet de mieux décrire, de laisser de la place aussi pour mieux décrire le profil du fermier ou du cédant si on est dans ce cadre-là. Voilà. Donc, c'est Objectif Terre qui vous a permis de les trouver. Ouais. Voilà, d'accord. Ça Sylvain? marche. Peut-être il nous reste 10 minutes là pour les présentations. On n'a pas fait Alsace. Marie, a priori, ne pointe pas le bout de son nez. Est-ce qu'on prend peut-être une dernière question et ensuite, je ne sais pas si Pauline peut présenter. Je sais qu'elle peut le faire. Oui, si vous voulez. Ok, donc on prend peut-être une dernière question. Il y a Sylvie il y avait Sylvain. et Nelly qui a levé la main aussi. Si on peut prendre ces deux questions rapidement. Ouais, ok. Merci. Donc Sylvain, en Normandie, moi, c'est plus une réflexion, mais aussi une question pour le mouvement, pas pour les athées, sur le modèle économique de l'accompagnement de ces projets-là, le modèle économique des athées. Je vais faire un raccourci, mais même si Gaël vient de dire, au final, on n'a pas passé autant de temps que ça, 17 jours, etc. Bon, après, moi, l'expérience, puis un dossier ne fait pas l'autre. Mais gros dossier égale dossier quand même complexe, plusieurs porteurs de projets. Lorsqu'il y a une restructuration avec plusieurs porteurs de projets, etc., risque d'échec, risque que le dossier n'aille pas au bout, plus important. C'est aussi de l'expérience, hein, donc ce n'est pas juste des phrases en l'air comme ça. Donc pour moi, ça pose la question, même si je sens bien qu'on va aller vers ce type de dossier-là, de plus en plus, et c'est les grosses fermes en Normandie, etc. Loïc en a parlé, les fermes laitières. Comment on finance ça? Comment les athées se financent? C'est pas avec leur en Normandie, la petite convention région ou agence de l'eau, plus si le dossier va au bout, et je dis bien si le dossier va au bout, la com d'acquis plus la prélevée sur la finance solidaire plus la com de mise à bail prélevée sur les frais de fonctionnement du pôle, je vais appeler ça le pôle ferme. Est-ce que ça finance? Comment les athées se motivent à aller sur ces dossiers-là, qui sont pourtant des dossiers vertueux, qui peuvent multiplier les UTH, etc., densifier les campagnes et compagnie? Comment Terre de Liens, en termes de mouvement, peut cofinancer ces choses-là? Alors, j'ai bien noté Hélène en Rhône-Alpes qui disait il y a Valence Aglo qui a mouillé la chemise. Super. J'en veux des comme ça qui voient l'intérêt. Alors, est-ce qu'il faut aller le défendre? Est-ce qu'il faut gagner ça dans les prochaines années, que les agglos mouillent la chemise, que du mécénat vienne compléter? Mais en attendant, comment on fait pour ne pas s'interdire et ne pas se recroqueviller sur des dossiers faciles qui ne soient pas chiants à instruire parce que le modèle des athées est modèle économique. Je vais parler que de l'athée Normandie et peut-être fragile. Est-ce que la fondation vient compléter, vient bonifier lorsqu'il y a des dossiers complexes avec un certain nombre d'UTH? Est-ce que voilà. Alors Sylvain, je suis désolée, tu es embrayé sur une autre partie du webinaire, les réactions et les freins et les leviers, mais on a bien noté. Et puis, on prend une dernière question, Nelly, si c'est une question de clarification sur les exemples présentés. Ah, votre micro. On ne vous entend pas, Nelly, votre micro. Oui. Dans tous les exemples qui ont été évoqués, le mot collectif apparaît souvent. Donc, j'aimerais savoir de qui sont constitués ces collectifs. Est-ce qu'ils sont déjà établis au départ ou est-ce qu'ils se constituent spontanément au fur et à mesure de l'évolution du dossier? Là, vous avez plusieurs cas. En tout cas, dans la présentation des trois athées, là, vous avez des collectifs déjà constitués en MIDIPI et des collectifs constitués un peu en Normandie et un collectif non constitué en amont dans la Drôme. Et vous allez avoir avec l'Alsace la présentation d'un collectif qui n'existait pas non plus en amont. Mais voilà, Qui constitue ces collectifs quand même? Comment? Qui constitue ces collectifs? Qui constitue ces collectifs? Gaëlle, est-ce que tu peux dire un mot sur les collectifs chez vous? Oui, les collectifs, là, il se trouve que c'est à la ROC, c'est des jeunes sorties d'étudiants d'écoles d'agro. Voilà, c'est des réseaux c'est
moi, j'avoue, je ne les connais pas personnellement parce que ce n'est pas mon territoire, mais c'est des jeunes qui se sont connus soit en un espace de formation initiale, soit pour la Rive, c'est des jeunes qui se sont rencontrés en parcours d'installation. Et qui se sont dit, banco, on peut construire un truc ensemble. Donc, c'est clairement beaucoup plus facile pour Terre de Liens d'être dans cette formule-là. Là, il se trouve que voilà, on a coché toutes les cases et c'était voilà, beaucoup plus facile pour nous. Sur d'autres fermes, on a dû fabriquer du collectif avec des personnes qui ne se connaissaient pas au départ. Ça repose sur de l'humain et c'est là où moi je trouve que l'accompagnement humain est primordial. Est-ce qu'on est suffisamment formé? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partenaires à faire intervenir, notamment nous ici, la TAG, qui est vraiment un spécialiste de l'agriculture de groupe, etc. Donc ça, c'est des questions qui nous ont effleurées. Après, il y a des dossiers sur lesquels on a été pris par le temps et donc on n'a pas forcément fait appel à des partenaires extérieurs. Mais en tout cas, là, dans ces deux cas, c'est très facilitant pour nous d'avoir des gens qui ont déjà réfléchi ensemble. Ok, merci. Je propose qu'on fasse peut-être pas le tour des autres initiatives et qu'on laisse la parole à Alsace. A priori, Marie est arrivée. Et on aura un autre regard justement sur une autre modalité de travail sur des terres voisines. Marie, est-ce que tu es là? Louis, est-ce que tu devait arriver. Tu as la main levée, Louis, merci. Pauline, tu prends, je te laisse prendre la main. Alors. Vous pouvez me dire combien de temps on a? 10 minutes. 10 minutes, pas plus, vraiment pas plus. C'est vraiment du remplacement au pied levé, donc je ne sais pas quel est le contenu du PowerPoint, si vous voulez passer à la diapo d'après. Je vois pas. Ah voilà. Du coup, autour de la table, il y a sûrement des gens qui ont déjà entendu parler de ce projet à différentes étapes de sa vie. C'est un projet qui a démarré en 2018. Nous avons été contactés directement par les propriétaires des lieux. Alors, c'est assez particulier parce que donc, les propriétaires sont les Sœurs de la Croix, une congrégation religieuse qui ont un terrain d'un seul tenant, comme vous pouvez le voir sur l'image, 135 hectares, autour d'un institut médico-social qui accueille plus de 500 résidents polyhandicapés à toutes les étapes de leur vie, et notamment aussi plus de 500 accompagnateurs. C'est un petit village dans la ville de Cernay avec 1000 habitants au quotidien. Et donc, tout autour, ces terrains, 135 hectares, toujours en propriété de cette congrégation religieuse. Et donc, c'était des terrains qui étaient entièrement en maïs conventionnel. Et il y a quelques années déjà de ça, lorsque le maïsiculteur est parti à la retraite et que le bail s'est arrêté, n'a pas été transmis à personne. Et donc, l'Institut, qui est aujourd'hui géré par une association qui s'appelle Adèle de Globitz, qui est laïque, cette association a repris les rênes et est devenue elle-même exploitante agricole. Et elle a fait faire le travail sur les parcelles par un prestataire de services qu'elle payait. Donc, la configuration, c'est celle-là. Ils sont pleinement propriétaires de la terre et ils n'ont pas de lien avec des baux, quels qu'ils soient, avec des fermiers. Donc, une grande marge de manœuvre pour décider de quel va être l'avenir de ces terrains. Et donc, il faut savoir que ces terrains étaient menés en conventionnel, alors que dans un paysage assez particulier, plein de magasins comme un gros Leclerc, des gravières, l'entreprise Colas, du gros BTP. Et donc, c'était le seul moyen pour les résidents de se balader, c'était de faire l'aller-retour sur un chemin de maïs très régulièrement arrosé de pesticides, etc. Donc, l'idée de la ferme, ça a été... Ouais, alors, elle avait prévu tout un historique. Et là, voilà. Donc, en fait, elle redonne la main. Elle n'avait pas prévu de passer toutes les diapos, mais malgré tout, voilà, elle voulait en passer quelques-unes parmi ces 17. Bonjour Marie, tout le tu peux monde. reprendre le relais? Ouais. Oui, je peux prendre le relais, ouais. Donc, en fait, vous êtes en direct de Saint-André parce que les 8 fermiers sont dans la salle d'à côté. Alors, on n'a pas encore parlé des fermiers, donc on était juste dans la présentation
Voilà, les 2 premières diapos. À toi. Je suis vraiment désolée pour le retard. Je voulais juste vous montrer cette photo historique donc, de 1951. Je pense que vous distinguez en fait sur l'angle en bas à gauche de l'image, vous voyez le micro-parcellaire en fait qui constitue le paysage local et vous voyez au centre les très grandes parcelles de l'Institut. Alors on distingue que c'est quand même relativement diversifié. Si on zoome un peu, on voit qu'il y a du verger, qu'il y a des zones de culture, des zones de pâturage. Mais on voit qu'en fait, l'historique d'avoir en fait une propriété de congrégation religieuse a vraiment dessiné un foncier tout à fait atypique en fait sur ce secteur, qui a finalement assez peu évolué, si ce n'est l'urbanisation. Et donc le lieu-dit, c'est toujours intéressant d'aller se pencher sur le nom des lieux-dits, le nom qu'ont donné les anciens. Donc c'était Oxenfeld, hein, c'était champ des bœufs ou champ de bataille. Donc champ des bœufs, on est plutôt sur une zone d'élevage, donc on est plutôt sur des terrains relativement pauvres. Et donc champ de bataille, en fait, on en trouve aussi des traces à travers des traces, notamment de la guerre de 39-45 avec une obélisque et un bunker. Donc tu peux avancer. Donc on a été sollicité Terre de Liens avec d'autres acteurs à travers en fait une personne qu'on a en contact, qu'on a en commun avec le conseil d'administration d'Adèle de Globitz, quelqu'un qui nous connaissait. Et en fait, après qu'ils aient contacté la Chambre d'agriculture qui n'a jamais vraiment donné suite à leur demande d'accompagnement, on s'est positionné avec donc Bio Grand Est, Terre de Liens et la Brique 48, qui est un projet de tiers-lieu alimentaire qui est porté par le réseau des AMAP du Sud Alsace. Et on a travaillé en 3 étapes, 3 grandes étapes. Donc une étape qui a été déjà de faire un état des lieux et de comprendre la situation, notamment l'état des pertes économiques qui était fait par la ferme en l'ayant internalisé et fait faire en prestation. Il y avait les valeurs qui étaient portées par l'Institut en termes de lien avec leurs résidents, la dimension environnementale, les possibilités d'intégration ou pas de culture dans leur filière et dans leur circuit en interne, avec donc un restaurant qui produit quand même quasiment 2000 repas par jour. Ensuite, on est passé par une étape assez longue de diagnostic agricole, donc avec un état des lieux du foncier, du bâti, un état des lieux agronomiques, des analyses de sol qui ont été faites parce qu'on est dans un territoire industriel avec notamment un terril de produits, d'entreposage de produits qui est à proximité. Donc, on a quand même fait un certain nombre de vérifications. Puis, il y avait des bruits, des légendes urbaines sur le fait qu'il y avait de la dioxine, qu'il y avait un certain nombre de produits. Donc, on a tout vérifié en fait, avant de démarrer quoi que ce soit. Et on a partagé en fait, ces données de diagnostic avec les propriétaires pour en fait, les interpeller aussi sur les limites du lieu et sur les possibilités, quel était le cadre, on va dire, créatif pour le projet. Et ensuite, on a une phase de mise en œuvre, alors qui a démarré tôt pour ce qui était de la conversion des terres. Et ensuite, par une phase d'analyse du projet de mutation et la recherche de partenaires et de moyens pour le projet. Donc, on peut avancer. Donc, on a fait un travail pendant un certain temps, puisqu'en fait, en termes de propriétaires, il faut dire qu'on avait un comité de pilotage avec une quinzaine de personnes autour de la table qu'il fallait mettre d'accord, avec des visions pas toujours les mêmes, entre des personnes acteurs du médico-social, des sœurs dont certaines avaient vécu sur le lieu à l'époque où c'était une ferme nourricière. Et on a posé en fait une phrase qui résumait la raison d'être du projet, qui était de permettre une mutation des terres agricoles de l'Institut pour passer d'une agriculture conventionnelle à une restauration du paysage hébergeant des activités agricoles diversifiées, nourricières, biologiques et incluant les publics de l'Institut. Cette raison d'être, elle a été reposée à chaque début de réunion. Et elle a été très utile pour ne pas laisser filer des possibilités ou des initiatives qui auraient été, par exemple, de laisser pousser du miscanthus pour la chaufferie. On a eu des petites poussées comme ça de projets alternatifs. Mais ça a permis en fait aussi de bien déterminer le cadre et de rester dans cette ligne directrice. Donc, vous voyez les petits dessins qu'on a fait faire aussi, on était avec des gens qui n'étaient pas du monde agricole, donc on parlait parfois de certaines choses, ils ne visualisaient pas toujours forcément, donc on est passé par ces petits dessins, donc qui sont des dessins sur photo, pour essayer de donner un imaginaire un peu plus riche à l'ensemble des interlocuteurs qu'on avait. Tu me dis si je dois passer. Tu peux avancer, ouais. Tu peux, oui. Ça, c'est les scénarios, c'est un des scénarios, ça. Donc ça, c'est un des scénarios. Donc c'était le scénario avec notamment la mise en place du projet agroforestier et en fait qui était justement sur cette vision de recréer totalement un paysage. Et je dois dire que d'être passé par cette étape
de scénarisation a été extrêmement utile parce qu'il a imposé aux décideurs, ceux qui allaient décider au final, de comprendre aussi les limites du site et en même temps de se projeter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à mettre en place ce type de plan avec des idées d'implantation d'agroforesterie, la recréation d'infrastructures agroécologiques, il y a aussi une visualisation qui a commencé à se faire. Il faut dire que c'est des gens qui vivent depuis 40 ans avec l'image de grandes parcelles nues en hiver et avec des murs de maïs tous les étés. Et que tous les résidents, les éducateurs, en fait, vivaient avec cette image. Donc, le fait d'être passé par ce redessinement du projet a été aussi utile pour faire mûrir, et ça a été un projet de longue haleine, ça a été un projet quand même qui s'est déroulé sur 4 ans. Et moi, je considère que c'était un temps nécessaire pour que tout le monde se l'approprie. Donc, tu as la diapo d'après qui, si tu peux me la mettre. On a eu une étape qui a été une étape assez rocambolesque et ludique. On leur a fait un plateau de jeu, un peu comme un jeu de Risque, si vous connaissez. Donc, on avait 140 petites cases correspondant aux 140 hectares du lieu. Et on leur a fait des cases, des petits cartons avec des projets agricoles. Et donc, ils en avaient une vingtaine. Et on leur a donné comme consigne, essayez d'en mettre le plus possible. Et donc, ces cartons donnaient les adéquations, les choses qui marchaient ensemble, les associations qu'on pouvait faire, de mettre un paysan boulanger avec un éleveur. Et donc, on a essayé de jouer le jeu, de mettre le plus de projets agricoles possible sur le lieu et de voir ce qui marchait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, ça a aussi permis de cadrer ce qui allait être demandé dans l'appel à projet. Et bon, clairement, ce qui ressortait quand même du terrain, c'est qu'on était en zone plutôt céréalière. Donc, il y avait quand même une dominante céréale et pâturage qui était importante, avec une limite au pâturage qui est que le changement climatique impacte fortement ce secteur de Cernay, qui n'est pas sur la nappe phréatique d'Alsace et qui donc a de grosses difficultés d'irrigation, tout en étant dans le climat de la plaine, c'est-à-dire un vrai grippin passé le mois de juillet. Donc, il y avait quand même aussi une prise de conscience des évolutions climatiques qui allaient peut-être devoir modifier un peu l'image d'Épinal. En tout cas, le but était de ne pas recréer la carte postale des années 50. Sur la recherche des fermiers, on a appliqué un processus assez particulier, mais qui est celui qu'on applique systématiquement à Terre de Liens Alsace, c'est-à-dire un appel à projet long et des visites collectives qui se sont poursuivies en fait avec des ateliers pour les candidats qui ont voulu donner une suite et qui ont voulu étudier un projet plus concret. Donc, on n'a jamais demandé de projet très détaillé au stade de la pré-candidature, mais on a vraiment invité les gens à venir. Ils sont venus une journée complète avec visite du site, rencontre des dirigeants, visite d'un atelier. Donc, on a vraiment joué le jeu de l'interconnaissance et de la dimension sociale du projet. Et donc, on a démarré mi-2020. On a eu quand même des difficultés liées à la période Covid, puisque le site Saint-André étant un site médico-social, il a été bouclé pendant presque 1 an. On ne pouvait absolument pas faire de réunion sur place. Donc, ça a alourdi un peu le processus. Et on a eu en fait un jury qui a pu se tenir finalement qu'en septembre 2021 avec à peu près 22 candidatures sur 50 pré-candidatures qu'on avait reçues, avec quelque chose qui était compliqué pour nous à Terre de Liens à assumer, c'est qu'on a aussi diffusé aux agriculteurs déjà installés sur le territoire. Donc, dans les candidats, on avait des gens qui avaient déjà une centaine d'hectares, on avait des gens déjà installés. Mais il fallait être clair que en fait, ce site-là, en zone périurbaine, environnement quasi industriel, il était quand même moins attirant pour des hors-cadres familiaux. On n'était quand même pas dans l'image de la petite ferme rêvée. Et de fait, on a eu 50-50, 50% de projets en création et 50% d'agrandissement. On a pu donc sélectionner 8 candidats, confirmer les surfaces attribuées à chacun, et en juin dernier, on a eu la signature du bail à copreneur et à clause environnementale. Donc les 8 fermiers sont tous co-titulaires du bail, sans affectation. Ils ont une affectation de surface théorique, mais sans affectation géolocalisée. La DDT, je crois qu'ils auraient pu nous arracher les yeux quand ils ont vu ça, parce que ça va beaucoup leur compliquer la vie pour les DPB et tout ce qui s'ensuit. Mais ça les rend de fait totalement solidaires de la gestion, de l'attribution des terrains, et ils ont une attribution théorique, certains de 8, certains de 12, certains de 20 hectares, et à eux de s'organiser pour se le répartir. Ils sont totalement responsables de cette partie-là. Et ils sont aussi solidaires de l'application des clauses environnementales, c'est ce qui m'occupait là tout à l'heure.
Et donc voilà, il y a quelques images voilà, du désert de maïs. On est arrivé à quelque chose d'un peu neuf. Et puis donc l'événement de lancement, il a aussi permis d'avoir une belle couverture presse avec la mise en avant de la réussite du projet, parce qu'on avait quand même beaucoup entendu quand l'appel à projet est sorti. Il paraît qu'on avait fait rigoler dans les chaumières du secteur. On avait publié ça dans le journal agricole du coin, etc. Et donc, voilà, on voulait quand même boucler la boucle en montrant le résultat final. Et alors, en termes de diversité agricole, sur la diapo suivante, normalement, on donne un peu plus de détails. Donc, on a 8 fermiers engagés. On a 2 installations pour 6 agrandissements, renforcement d'activité, généralement qui sont quand même liés à l'installation d'un associé ou au développement d'une nouvelle activité sur une ferme. On a un pôle céréales et légumes plein champ, on a un pôle élevage et un pôle maraîchage plantes aromatiques. Alors, la féminité n'est pas au rendez-vous puisqu'on n'a que des hommes. Et donc, comme je vous disais, 2 installations pour 6 agrandissements et avec dans les éleveurs 3 éleveurs de la montagne qui viennent en fait faire de l'herbe irriguée à Saint-André pour renforcer leur autonomie fourragère. Parce que donc la montagne vosgienne, elle est juste dernière. On est au pied du Grand Ballon qui est le plus haut sommet du massif des Vosges. Voilà. En termes de dynamique de groupe, tu me dis si je suis trop longue. Là, tu as déjà dépassé le temps, Fabrice, je crois. Du coup, peut-être va à l'essentiel sur les enseignements que tu tires, parce que tu as déjà bien raconté le processus. Oui. Ok, aujourd'hui, il y a un projet de GI2E pour l'organisation en commun. Il y a le projet d'une CUMA. Donc, si tu vas peut-être sur encore la diapo d'après. Il y a donc des réunions très régulières du groupe aussi sur la question de la commercialisation en commun. Et donc, il y a une organisation de groupe qui s'est fait en fait au fil de l'eau. Clairement, je veux dire, ils ne sont pas tombés en amour les uns des autres au bout de 3 rendez-vous et 3 ateliers qu'on ait pu organiser. Il y a eu un travail d'appropriation. Donc, il y a eu pas mal aussi de téléphones, de câlinothérapie téléphonique avec certains qui avaient des états d'âme sur ce que pouvaient raconter leurs voisins. Donc, ça a pris pas mal de temps aussi. Et c'est ce qui est vraiment particulier à ce projet, c'est qu'en fait, c'est un projet collectif, mais ce n'est pas un collectif de fait, ce n'est pas un mariage. C'est des gens qui, en fait, cohabitent, ils sont colocataires d'un lieu, ils sont coexistants, co-responsables de ce lieu. Et moi, je veux bien que tu mettes les petites brebis, on les aime bien, nous. Et en fait, il faut imaginer que ce site, il est à l'entrée de la vallée. La grande route, faut que tu ailles dans l'autre sens. Ouais. La grande route qui traverse toute cette vallée, qui irrigue une vallée de près de 8000 habitants, en fait, elle passe devant le site. C'est un site qui est très emblématique, très lié, attaché en fait aux habitants du territoire. Et aujourd'hui, de voir des haies qui sont implantées, il y a un projet d'agroforesterie sur 8 km, de voir des brebis, de voir de nouvelles productions, ça change pas mal la donne et c'est un projet qui est visible sur le territoire et qui a une empreinte qui commence à aussi faire bouger les lignes par rapport à d'autres acteurs. Donc, c'était un projet assez compliqué, assez long. Et je pense que pour moi, la réussite, c'était de ne pas savoir où on voulait aller au départ et de se dire on fait confiance au diagnostic, on fait confiance au collectif, on fait confiance au fait de faire ensemble, mais d'être attentif à ce que la dimension sociale, elle sera hyper importante dans ce projet. Et juste, tu n'as pas parlé trop du rôle du GAB et puis de la brique. Alors, on a fonctionné en consortium, donc en logique de consortium, c'est-à-dire que chacun avait un peu sa compétence dans l'idée d'une filière de la terre à l'assiette. Nous, on était vraiment sur la partie foncier bâti. Bio en Grand Est était beaucoup sur les systèmes de production, la question de l'accès à l'eau, la transition, la conversion bio. Et puis, la brique s'est beaucoup occupée de la question de la commercialisation, des débouchés, de s'assurer que demain, on installait 140 hectares de production bio sur le secteur. Est-ce qu'il y aurait une capacité d'absorption par le marché local. Et en fait, c'était très complémentaire, cette organisation à 3. Nous, on a été, j'allais dire, leader pendant une longue partie parce qu'on avait cette technicité des appels à projets, de la recherche de repreneurs, la technicité sur les baux. On s'est fait aider, mais on avait quand même cette lecture et cette pratique des baux. Donc aussi une oreille et une écoute assez attentive du côté du propriétaire. Et puis là, c'est Bio en Grand Est maintenant qui a repris l'animation, ce qui explique que j'avais oublié la réunion d'aujourd'hui puisque je n'avais pas ouvert le mail qui en parlait. Mais en tout cas, la logique de consortium, moi, me semble indispensable sur un projet comme celui-là, surtout sur 140 hectares. Nous, on ne savait pas faire. Enfin, on est arrivé, on a fait des grands yeux parce que c'était juste immense et c'était un désert. Et qui vous a financé, du coup, tout ce travail de ce consortium ? Alors, le coup de pouce de départ, la Fondation Terre de Liens, la Fondation Massif et la Fondation Terra Symbiosis, qui est une petite fondation locale.
Et puis par la suite, quand on est arrivé à l'appel à projet, on a pu basculer sur un financement leader, Turdolaire, donc qui est le nom du territoire, qui a permis de faire une grande partie l'année dernière. Et là maintenant, c'est sur des financements GI2E. Mais on va dire que sur la partie financière, il a fallu quand même être très créatif. Et il y a eu des petites périodes d'intervalle où on manquait de sous, où c'est l'association Adèle de Globitz qui est intervenue en facturation, de faire facture de notre part. Mais on a essayé au maximum que l'Institut n'ait pas une trop lourde charge, sachant qu'on est passé par plein de phases d'études. On a eu la Banque des territoires aussi à une période donnée. De ce point de vue-là, par contre, c'était extrêmement lourd et pas du tout adapté, puisque c'est quand même des travaux sur le temps long. Juste pour rappeler, donc, parce que là, Terre de Liens n'est pas propriétaire. On est bien d'accord, Terre de Liens a fait une prestation d'accompagnement de propriétaires qui avait un projet qui allait dans les mêmes valeurs que Terre de Liens. Même pas les mêmes valeurs au départ. Au départ, il y avait des vraies réticences sur le bail. Au départ, on ne savait pas si elle ne vendrait pas. C'est-à-dire qu'on a mis quand même longtemps à savoir quel était le projet qui était derrière, parce qu'on était face à des gens extrêmement discrets sur leur gestion de patrimoine. Et il a fallu un rendez-vous avec la Fondation Terre de Liens, avec Hélène Berthaud, en fait, qui est venue en Alsace, et avec leurs notaires à eux, les gestionnaires. Et on a fait une espèce de grand-messe dédiée à la question du patrimoine, où on va dire que les portes se sont un petit peu plus ouvertes et on a eu des choses un peu plus claires, parce qu'on a eu des périodes assez inconfortables, on ne savait pas ce que les sœurs souhaitaient faire. Moi, pendant longtemps, je n'ai pas désespéré qu'on en arrive à une vente à Terre de Liens. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera autre chose, probablement pas de la vente, mais on a aussi travaillé sur ce projet parce que pendant longtemps, on ne savait pas quelle allait être la destination. Et si vous avez la chance d'avoir des gens qui vous disent direct on veut vendre à Terre de Liens, tant mieux, mais nous, c'est pas si courant que ça. Donc, quand on a un projet comme ça, on le garde quand même bien au chaud parce qu'on se dit que peut-être qu'on arrivera à les convaincre en cours de route. Merci Marie. Fabrice, est-ce qu'on peut prendre quand même une ou deux questions sur ce cas et après on passe aux réactions plus générales et globales sur la question de la restructuration? Il est 15h32, donc oui, 3 minutes. Il se faire au moins la deuxième phase, on ne pourra pas faire la conclusion, mais au moins un tour assez complet des réactions et des projections. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, on passe directement à Alors, les questions de clarification. Sinon, on passe aux échanges et réactions. Qu'est-ce qui vous a surpris dans tous ces témoignages? Quelles questions ça pose à nos structures de Terre de Liens? Est-ce que ça vous donne envie d'être plus proactif sur les territoires sur cette question? Et on voulait vous proposer de prendre la parole les uns après les autres sans forcément vous répondre et pour entendre les réactions. Donc, on a entendu Sylvain qui nous disait c'est bien joli tout ça, on va peut-être bien être obligé d'y aller, mais comment on va se faire financer ce temps de travail qui est quand même conséquent? On l'a vu dans tous les exemples montrés. Donc, ça, c'était une des questions que ça pose. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que certaines AT sont très surpris de voir ce genre d'action? Parce que là, on a vu quand même des projets assez importants qui ont des résultats assez, je trouve aussi, visibles et innovants. Donc, peut-être que certains d'entre vous ne les connaissaient pas. Et qu'est-ce qui vous questionne chacun d'entre vous dans vos structures respectives sur cette question? Claire? Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question parce que j'ai l'impression que, je suis étonnée du temps d'engagement des différentes AT qui ont pu présenter auprès de cédants qui n'avaient pas forcément encore identifié réellement les porteurs de projets. Et je voulais savoir si c'était courant ou pas, en fait, parce que nous, on ne fonctionne pas forcément comme ça. Moi, je suis à Terre de Liens, Pays de la Loire. Voilà. Merci. Donc, sans réponse, posez vos questions, on les note. Eulalie? Oui, bonjour. Moi, deux remarques. En fait, je me demandais, un truc qui m'étonne, en tout cas, que nous, on ne fait pas en Limousin, c'est à quel moment on se dit qu'on est sollicité par un cédant et qu'on va l'accompagner à ce point-là sur la recherche de candidats. Ça me met en lumière les processus différents. Nous, vraiment, on va vers des installations, vers des instructions qu'à partir du moment où cédant et porteur de projet se sont rencontrés.
Donc là, je vois qu'il y a des appels à manifestation d'intérêt. Enfin, voilà. Enfin, je me dis que le raisonnement est différent et peut-être intéressant, parce que pour le coup, des cédants de fermes de plus de 100 hectares, on n'en manque pas. Et l'autre question enfin, j'étais étonnée en fait de voir, en tout cas dans les projets présentés, le fait qu'on ait quand même que ce soit souvent des collectifs qui soient identifiés, même déjà constitués, et tant mieux. Moi, je pense, moi, j'avais l'impression, j'avais imaginé en tout cas qu'il y aurait plus de situations où vraiment on aboutirait à une grande ferme qui est divisée en plusieurs entités. Donc, peut-être acheter le tout par terre de liens, mais j'ai eu l'impression là que c'était une minorité, en fait, les différents baux sur une même ferme. Je pensais que la première étape, c'était de voir avec le cédant comment est-ce qu'on pouvait faire différents lots sur sa ferme, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà, je partage ma surprise. Voilà, c'était tout pour le moment. Merci, Eulalie. Simon? Oui, bonjour à tous et toutes. Simon Molinet en Languedoc-Roussillon. Moi, j'avais une réaction. Sylvain a parlé de la difficulté de financement d'accompagnement. Et moi, je me pose aussi la question du financement de l'outil. Et ça fait écho, en fait, à j'ai lu là, je suis tombé sur le rapport de Qui veille au grain de l'asso Les Greniers d'Abondance, qui est assez intéressant, donc du consensus scientifique à l'action publique sur la transition agroécologique. Et ils disent notamment que sur la transmission de ces fermes-là, ça va créer aussi des actifs échoués. Donc, ils appellent des actifs échoués des outils, comme des serres hors sol, des serres chauffées, etc., dont personne ne va vouloir. Et moi, je me rends compte on commence à le rencontrer, par exemple, dans mon département, les Pyrénées-Orientales, sur des coopératives arboricoles qui transmettent des dizaines d'hectares de vergers. On a potentiellement des candidats, mais ils ne veulent pas s'installer sur la monoculture. Donc, il y aurait un besoin peut-être d'arracher les arbres, mais ce n'est pas eux qui vont le faire. On a aussi des frigos de coopératives qui sont surdimensionnés. Donc, si on n'a pas de solution là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et le collectif, dans le rapport là, de l'association, ils disent que la transformation des productions de système va demander aussi des mécanismes de compensation de ces pertes. Et du coup, c'était peut-être de se dire qu'il y a une réflexion aussi à avoir comment est-ce qu'il n'y a pas aussi un fonds à créer qui va finalement être un fonds pour dédommager les porteurs de projets ou Terre de Liens ne pourra pas acheter dans ces systèmes qu'on pense obsolètes. Sinon, en fait, en face de nous, on va avoir des gens, des perdants qui se sont endettés, qui ont emprunté pour ces outils-là et qui vont pas transmettre. Ouais, Voilà. merci Simon. C'est une question que moi j'avais posée à Loïc en me disant, mais le gars qui a vendu aux producteurs de cochons, il a perdu tout son matériel de bovins laitiers, le matériel. Et en fait, Loïc dit, oui, on l'a racheté comme ça, mais certainement qu'on ne l'a pas racheté au prix qu'il l'aurait vendu à quelqu'un qui reprenait la production initiale. Hein. Il y a de la perte en passage. Anne-Marie et Claire. Oui, bonjour. Alors, j'aurais 2 questions. Je vais passer au deuxième le plus rapidement. C'est quand on installe un collectif comme ça, comment se passe, ça n'a pas été trop évoqué, l'histoire du logement. Parce que c'est quelque chose c'est une question qui est toujours un peu compliquée à Terre de Liens, le logement des preneurs. Sachant que dans une précédente réunion, quelqu'un disait on mettra de l'habitat léger, des choses comme ça. Il y a beaucoup de problèmes avec les PLU et PLUI et certains maires qui n'acceptent pas. Donc, c'est bien d'installer des collectifs sur des fermes, mais question logement, où est-ce que les gens habitent, surtout s'ils ont des productions qui demandent à être sur place. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est des collectifs. OK, comme disait Eulalie, c'est parfois des collectifs avec des baux à copreneurs. Moi, j'ai suivi en Normandie un sujet qui malheureusement n'a pas abouti, et quand je vois ceux qui aboutissent, j'en suis encore plus malheureuse. Il y avait eu un gros travail qui avait été fait avec le collectif, qui était pourtant constitué au départ, mais pour leur faire bien prendre conscience que un bail à copreneur, ça voulait dire qu'effectivement, après, c'était à eux de s'arranger
sur comment faire le travail ensemble de qui paye quoi, etc. Et surtout, leur faire prendre conscience qu'il pouvait y avoir des soucis et que comment ils avaient pensé régler ça, etc. Et donc, dans l'accompagnement, je voulais savoir comment ça s'était pris en compte. Comme disait Sylvain, qui finance ça? Parce que si c'est une structure amie qui l'accompagne, c'est du boulot pour eux et comment on leur finance ça, etc. Et je pense que c'est quelque chose d'important quand on installe des collectifs qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas au départ. Si ce sont des entités, si on découpe la ferme, pour être brutal, si on découpe la ferme et qu'on donne un morceau à chacun, ils se débrouillent et le problème est différent. Mais s'ils sont installés en copreneurs, voilà, si on veut que les choses aillent bien et qu'on ne se retrouve pas avec des problématiques de gens qui lâchent, etc., c'est une partie qui est importante et voilà, qui prend ça en charge. Ouais, merci. On n'est pas formés, nous, à ça. De votre remarque. Oui, très bien, on a bien noté. Claire? C'est l'Auvergne. Alors, l'Auvergne. Ma question, c'était un peu la même que la dernière question d'Anne-Marie, c'est-à-dire, je pensais au dernier exemple, la ferme Saint-André. Je ne vous entends pas très bien. Ma question rebondit sur celle d'Anne-Marie, et je pensais à la ferme Saint-André, je me demandais qui était garant de la pérennité du projet collectif dans cette configuration. Et mon autre question, c'était comment le Terre de Liens Alsace se voyait, puisque Terre de Liens n'était pas propriétaire, quelle implication Terre de Liens Alsace pour la suite, quoi. Voilà. Donc, on fait une petite aparté avec réponse d'Alsace, là, puisque c'est une question. Je ne sais pas, parce que s'il y a beaucoup de prises de parole, en tout cas, voilà, je rappelle les règles, parce que c'est important. On est déjà à 5 de moins qu'il y a 10 minutes. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse le maximum de tours des remarques, des questions. Et je pense qu'il faut se résigner à ne pas avoir de questions, de réponses tout de suite à vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment qu'on note tout. Il y a déjà 6 prises de parole. Voilà, je suis désolé, on crée de la frustration, mais je pense qu'il faut qu'on avance. Nous, notre rôle ici, c'est vraiment de collecter le maximum d'informations pour pouvoir vous faire des propositions constructives pour la suite, pour aborder collectivement cette question. Donc, Corinne, on demande à Marie de te répondre soit par chat, soit au téléphone. Roxane? Bonjour. Déjà, merci, c'est super inspirant, toute ta présentation, ça donne envie d'y aller à fond. Et après, moi, j'avais une question sur le bâti que j'ai essayé de poser dans le chat, mais c'est pas clair du tout. En fait, je me demandais, dans le cas où Terre de Liens achète du coup les terres d'une ferme, mais pas le bâti, comment on envisage la suite après, pour la transmission d'après, que ce soit en termes de logement, mais aussi de bâti agricole? Parce que ça veut dire que si les fermiers qui s'installent sont propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, quand ils arrêtent leur activité, ils peuvent rester, ils peuvent aussi vendre au prochain, mais on n'a aucune main là-dessus. Et je dis ça aussi parce que nous, donc moi je suis en Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, on a par exemple le cas d'une ferme où on a une partie du bâti qui appartient à une SCI et du coup voilà, il y a pas du tout en fait ça pose certains problèmes en fait entre l'usage agricole et les fermiers et puis les autres personnes qui habitent là sur place et il y a aussi cette question de se dire en fait on va renouveler entre guillemets les usagers de la terre, donc les paysans vont changer. Mais comment on envisage la question du bâti finalement? Est-ce que c'est pas se dire on s'occupe des terres et puis le bâti, tant pis, ça reste un problème et on s'en occupe pas? Voilà, je sais pas, voilà, je me posais cette question-là, notamment à midi pile. Voilà. Merci Roxane. Capucine? Oui, moi j'avais une question sur les freins juridiques, fiscaux et réglementaires sur le redécoupage des grandes fermes, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler là.
Et quand j'ai commencé à Terre de Liens il y a 12 ans, les cédants me disaient: «Ah oui, mais moi je peux pas, couper ma ferme en 2 parce que pour pouvoir transmettre les aides à produire, il faut que je transmette au moins 80% de ma surface». Donc j'aimerais bien qu'on puisse, ben, être au courant si ça existe encore ou pas avec la nouvelle PAC. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec la SAFER, Nouvelle-Aquitaine à propos de, la transmission qui a fait du bruit sur la très, très grande ferme des 2100 hectares dans la Vienne. Et donc là, en fait, ils nous ont dit: «Bon, ben, nous, on voulait, acheter la ferme et puis, la transmettre à plein de gens et donc la redécouper en 12 et la vendre à 12, structures, enfin à 12 propriétaires différents. Mais fiscalement, en fait, ça nous coûtait 4 millions d'euros et personne n'a voulu prendre en charge, ce coût fiscal de, acheter une ferme et la redécouper, en plein de petits morceaux». Donc je me dis, bon, sur des fermes où en fait Terre de Liens rachète tout, il n'y a pas de redécoupage, et donc enfin, même si nous, après, on loue à plusieurs entreprises, au final, il n'y a qu'un propriétaire. Mais si jamais c'est vraiment des très, très grandes fermes et que Terre de Liens se porte acquéreur d'une partie, il y aura, enfin voilà, il y a un moment, il va y avoir besoin de travailler sur les freins fiscaux et j'aimerais bien qu'on creuse cette question-là. Ok, merci. Donc, fiscalité et aussi transmission DPB, enfin des aides. Voilà, les freins juridiques, enfin, surtout fiscaux et réglementaires. Transmission des aides seulement si transmission d'un certain pourcentage de surface et tout ça. Ok, ça marche, merci. Vincent? Ouais, donc Vincent Jeannot, je travaille à la fédération avec Caroline et Fabrice. Ce que vient de dire Capucine, j'étais au salon la semaine dernière, on a vu le directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine qui a pu s'entretenir avec Tanguy suite à cette histoire. Et je rejoins ce que disait Simon, il y a une vraie question, ce qu'il l'a posé aussi sur les actifs échoués. Quand ils ont acheté cette ferme, il y a des bâtiments entiers qui n'ont pas été utilisés, des gros tracteurs, etc. Et la deuxième chose, c'est témoigner de l'intérêt de l'appel à manifestation d'intérêt, parce que je suis sur un lieu collectif où on a pu le faire avec Gaël de Terre de Liens Midi-Pi. Et ça a été très intéressant. On a eu quand même une trentaine ou une quarantaine de candidates et ça a permis de trouver des paysans, paysannes pour s'installer ici. Et la dernière chose, c'est j'entendais, on n'est pas formé à ça. Et je me demande, est-ce que, parce que je ne l'ai pas entendu là dans les témoignages, c'est les partenariats avec des structures qui seraient en capacité d'accompagner ces restructurations. Alors, il y en a une auquel je pense tout de suite, mais qui n'est pas forcément bien aimée dans l'Ouest, là, c'est Éloi qui fait ça. Mais il y a aussi dans Impact, peut-être j'ai entendu la formation, la transmission, installation, restructuration, peut-être avec l'Interafoc ou d'autres structures, mais aussi GAEC et Société ou la TAG. Je n'ai pas entendu du tout ça, ce partenariat avec des compétences externes qui viennent nous aider à accompagner ces restructurations. Voilà. Merci. Mathieu? Bonjour, juste quelques réflexions sur donc Mathieu de Cointet, Fondation Terre de Liens, juste quelques réflexions aussi pour rebondir sur ce que disait Sylvain sur le modèle économique du financement de ce temps de travail qui est difficile effectivement parce que c'est un temps de travail long, celui-là sur la restructuration et celui sur l'accompagnement des collectifs aussi, qui est un sujet connexe mais dont on sait qu'il est très chronophage et qui n'est pas qui est difficilement finançable puisqu'il n'y a pas de garantie de résultat tous les financements sont souvent liés à des garanties de résultats. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule solution. En revanche, du côté fondation, on est tout à fait ouvert à réfléchir à des solutions par projet. Il y a deux personnes dédiées au mécénat pour les régions. Il y a un appel à projet d'amorçage de projets pour les AT qui est lancé aussi. Et effectivement, il y aura peut-être des sujets de financement via les GI2E, mais il faut que les collectifs de paysans soient déjà constitués. Donc, on arrive un peu après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et il y a peut-être aussi du CASDAR, mais ça, c'est plutôt côté fédération, peut-être que plutôt côté Vincent, donc, à mobiliser là-dessus. Voilà. En tout cas, nous, on est prêt à essayer de trouver de financement et à réfléchir à la question plutôt par projet que sur une approche globale. Je ne vois pas bien aujourd'hui de dispositif global
de financement de ça, notamment sur le mode économique. Et si on pense à la foncière, le fait que, en fait, face à son travail qu'on finance, en fait, il n'y a pas de rentrée d'argent ni pour la foncière ni pour les AT. Donc, le problème, si c'était financé en frais d'instruction, il est juste décalé à la foncière, il n'est pas résolu du tout pour autant, et la foncière n'a pas les moyens de faire ça aujourd'hui. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis à disposition pour discuter de ces sujets avec tous les gens des AT qui veulent côté fondation. Voilà. Okay. Merci Mathieu. Il y a Geneviève. Alors donc moi, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, ce qui m'amène à penser qu'il faudrait que déjà mutualiser tout ce qui s'est fait là, les projets qui se sont déjà réalisés d'une façon ou d'une autre, achat par terre de liens ou pas, de mutualiser ces façons de faire. Alors je ne dis pas qu'on peut faire un copier-coller, mais qu'il y ait déjà une fiche outil un petit peu avec ce qui a déjà, ce qui a posé problème, les solutions pour s'en sortir. Donc, je pense qu'il faut déjà mutualiser ce qui vient de se faire. Et en même temps aussi, je pense que chaque territoire devrait aussi se faire connaître et connaître tous les acteurs du territoire, et pas que les instances agricoles, pour déjà, plus ou moins, avoir en dormance un certain collectif qui serait prêt à démarrer si on a des projets qui émergent. Et voilà. Et puis en même temps aussi, il y a un gros travail à faire sur les cédants. Bon, les porteurs de projets, comment les attraper, ça, c'est la question nationale de toutes les structures, les chambres d'agriculture, les porteurs de projets manquent. Donc je pense qu'on ne fait peut-être pas chacun de son côté, on ne fait peut-être pas la bonne pub pour attirer les gens dans l'agriculture, surtout avec les soucis qu'on voit apparaître, pas les avantages de changer notre territoire. Voilà. Et puis, évidemment, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est l'implication importante des bénévoles. Et je pense que ça aussi, il faut s'appuyer sur ce réseau de bénévoles, les nôtres, évidemment, les nôtres Terre de Liens, mais les bénévoles qui existent à côté et qui peuvent travailler avec nous. Voilà. Merci Geneviève. Patrice. Et puis, après, on reviendra à l'Auvergne et on passera à synthèse et perspective après. Voilà. Donc, Patrice Turban de Centre Val-de-Loire. Bon, c'est très agréable de voir tous ces succès. On voit très bien le travail que ça peut représenter pour Terre de Liens et les bénévoles. Est-ce qu'on a une petite idée du taux de succès, c'est-à-dire le nombre de projets qui sont lancés et le nombre de projets qui aboutissent? Et puis après, bon, on voit qu'à chaque fois, il y a des collectifs ou associations. Est-ce qu'il y a un accompagnement dans le futur sur ces groupes qui sont constitués, en sachant que les problèmes humains existent partout et peuvent survenir n'importe quand? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour assurer la pérennité en déminant les problèmes? Merci. Voilà, merci pour cette présentation. Et l'Auvergne? Ouais, donc Claire Faraco, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'en Aura, on a du financement via le Programme national pour le développement rural, PNDR, qui finance du travail collectif sur l'accompagnement des collectifs et la restructuration des fermes. Et en fait, on a nos partenaires AFOG, ADR, ils sont très bons sur tout ce qui est fiscalité, juridique, accompagnement relationnel, communication, etc. Et Terre de Liens, moi, je trouve que l'expertise qu'on apporte, c'est sur le foncier et le bâti. Et moi, j'aimerais bien, en fait, qu'on puisse capitaliser avec le pôle ferme. On a suffisamment de fermes, de bâtiments pour avoir des références sur c'est quoi un coût de rénovation d'une toiture, la modulation des bâtiments, etc., pour pouvoir être en mesure d'aider les cédants et les porteurs de projets à penser la restructuration des fermes. Et je pense qu'on a une mine d'or aujourd'hui dont on ne se sert pas et qui pourrait aider les projets, quoi. Ok.
Merci, merci beaucoup. Donc, l'idée qu'on avait après, c'était éventuellement de vous faire apparaître les freins et les leviers, mais je pense qu'on va le faire à l'issue de cette rencontre. Comment les AT, la FEDE et Foncière et Fondation peuvent s'approprier cette question? Quelles actions mettre en place pour faciliter la restructuration des fermes qui ne sont pas reprises? On a évoqué pendant tout ce temps ensemble toutes ces questions-là. On a quelques pistes quand même d'action. On a parlé de mutualiser, de capitaliser, de faire connaître. Bon, c'est déjà une première piste. Le webinaire servait aussi un peu à ça. Pour vous dire, est-ce que quelqu'un qui a envie encore de parler sur ça, des pistes d'action, du coup, qu'on pourrait mettre en place à une échelle nationale peut-être, parce que là, on est à l'échelle nationale, c'est-à-dire tous ensemble pour s'entraider, pour aussi peut-être se former, savoir où sont les compétences dont on a parlé. Là, Vincent en a parlé. Il y a la TAG, il y a GAEC et Société, Interafog, là où on les sollicite et quand même savoir où en France on peut les solliciter. Je ne sais pas, enfin voilà, des pistes d'action que nous, on pourrait lancer pour tout le réseau, quoi. Et avant qu'on passe à la conclusion et à se dire au revoir, puisqu'il reste 4 minutes. Alors du coup, moi, je voulais du coup peut-être juste vous rappeler que là, on était 65 à certains moments, on est encore 62, que tous les gens qui sont présents là vont recevoir le compte-rendu, donc ce PowerPoint avec tous ces liens et puis ce qu'on aura retenu de tout ce qu'on aura noté de vos questions, vos remarques. Si jamais certains d'entre vous ne sont pas inscrits, allez-y, inscrivez-vous sur le lien que donc... je vais faire une bêtise là. Ouais, je vais faire une bêtise. Je vais le mettre dans le chat, en fait, le lien, comme ça, si jamais... C'est le moyen pour nous de vous envoyer... Et puis, je vois que Jacques Mardon veut prendre la parole, donc je le laisse parler. Tu demandais, bonjour, oui, du centre Val-de-Loire, tu demandais une proposition, pourquoi ne pas créer un observatoire des réalisations, des fermes et de tout ce travail, en fait, qui pourrait recenser aussi bien les réalisations que les moyens, que les réflexions, voilà, au niveau national. Ok, merci pour cette idée. Alors, je vous ai mis du coup dans le chat le lien du... Je le vois pas dans le chat là, je sais pas. Il n'est pas arrivé dans le chat? C'est sûr que tu l'as envoyé? Ouais. Ah, je l'ai envoyé qu'à Pauline. Excusez-moi, je recommence. Je l'envoie à tout le monde. Voilà. Du coup, comme ça a été filmé, on va vous envoyer aussi le lien et ça sera posté sur le centre de ressources. Ce que je voulais vous dire, c'est que la suite de ça, c'est la commission installation-transmission qui se réunit le 4 mai à Paris. Donc, on reprendra toutes ces idées, ces questions, ces pistes d'action pour élaborer la suite. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour travailler avec nous, la commission installation, c'est toujours ouvert, hein, vous savez, à toutes les structures du réseau et aux bénévoles et aux salariés. On parle de toutes ces questions et on essaye de mettre en œuvre des choses pour vous appuyer sur les territoires. Voilà, vous envoyez un mail à Caroline ou à Fabrice et on vous inscrit sur notre liste de la commission installation-transmission. Donc, je ne vous promets pas qu'on crée un groupe de travail immédiatement, mais en tout cas, on va donner suite à ce travail-là parce qu'on sent que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est même nécessaire dans certaines régions d'accélérer peut-être cet accompagnement de restructuration. À nous de trouver les moyens et les méthodes et à vous appuyer sur ça. Voilà, écoutez, si on peut s'arrêter, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation à tous.
Merci pour tous les intervenants. À bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci. Bon À week-end. bientôt. Merci beaucoup et au revoir à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir, c'est très instructif. Merci. Caroline, on débranche et on se retrouve dans 5 minutes. Ça marche.